pour l'école du lupus. Alors, comme vous venez de le voir, c'est une session qui va être enregistrée parce que cette session sera accessible sur le web du centre de référence. Et donc, on a pris le parti d'enregistrer pour que ça puisse servir aux patientes qui ne peuvent pas se connecter. Donc, c'est une série de cours, hein, l'école de lupus, parce que ce qu'on souhaite, c'est que les patients soient formés à la maladie, comprennent dans le détail, et puis on se dit que finalement, il fallait avoir une plateforme d'échange avec nos patientes et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat, sur le forum de discussion. Vous pouvez poser pendant la présentation et le docteur Fa, à la fin, posera les questions, on essaiera de vous répondre. Donc, l'école du lupus, en fait, ça vient d'une idée très simple. On a organisé déjà des webinaires. C'est un des rares avantages de l'épidémie Covid, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait communiquer avec vous par webinaire. Et donc, on avait organisé plusieurs webinaires, notamment sur le Covid, par exemple, ou sur d'autres situations de la maladie lupique. Et puis, on s'est rendu compte que ça pourrait être un outil extrêmement simple pour échanger régulièrement et puis pour donner des informations à nos patientes. Et donc, l'école du lupus systémique est née. Alors, l'école du lupus, quelque chose qui est possible grâce au soutien de laboratoires pharmaceutiques, GSK et AstraZeneca. Et en fait, c'est une série de cours. Donc, le premier, c'est aujourd'hui, c'est moi qui vais le faire, c'est la présentation de la maladie, les principes de traitement, contraception et grossesse, la prise en charge globale de la maladie, les modalités de la surveillance, les implications psychologiques, ça c'est important, et c'est notre psychologue Sabine Malivoire qui fera ce cours, et puis les atteintes cutanées du lupus faites par le docteur François Chasset. Donc, c'est un lundi par mois schématiquement, sauf pendant les vacances. C'est de 17h à 19h et les cours sont partagés en une présentation, entre guillemets magistrale, et puis après 1 heure et quart d'échange. Et on finira à 19h. Alors, mes liens d'intérêt. Un mot d'abord pour vous rappeler qu'en France, on a la chance d'avoir le protocole national de diagnostic et de soins qu'on peut télécharger sur le site de la Haute Autorité de Santé. Il y a un gros document, plus de 80 pages. On avait lancé une première fois en 2010, puis après remis à jour en 2017-2020. Et en fait, il y a les éléments. Alors, c'est à destination des médecins, mais je crois que les patientes peuvent tout à fait le télécharger. C'est un document en PDF qu'on peut utiliser. Donc, vous allez sur le site de la HAS et vous pouvez télécharger. Il y a plein de données concernant le lupus. Et c'est quelque chose qui a été fait de façon multidisciplinaire avec des médecins de différentes spécialités et puis aussi le soutien et la participation active des associations de patients. Le lupus systémique, c'est une maladie auto-immune, systémique comme son nom l'indique, et juste pour vous rappeler que les maladies auto-immunes, c'est un vrai problème de santé publique. Souvent, les gens ne s'en rendent pas compte, mais quand on prend toutes les maladies, et c'est ce qui figure sur cette diapositive, quand on prend toutes les maladies auto-immunes, donc il y a le psoriasis, il y a le diabète de type 1, la sclérose en plaques par exemple, qu'on les additionne, vous voyez que la prévalence, elle est quand même très importante. Et en termes de dépenses, les maladies auto-immunes et systémiques, c'est le 3e poste, après les cancers et les maladies cardiovasculaires, c'est le 3e poste de dépenses de la sécurité sociale. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important et on œuvre ardemment pour essayer de faire reconnaître l'importance de ces maladies auto-immunes. Le lupus, c'est une connectivite. Alors, pourquoi ça s'appelle connectivite? Parce qu'on pensait au début, comme c'est une maladie diffuse, que c'était une maladie qui touchait le tissu conjonctif, en anglais connective, qui réunit les différents organes. Donc, vous verrez aussi le mot collagénose. Connectivite, it, ça veut dire inflammation, et dedans, il y a d'autres maladies auto-immunes comme la sclérodermie systémique, le syndrome de Gaucher-Sjogren, le syndrome des antiphospholipides, et puis d'autres maladies qui touchent surtout les vaisseaux et qui sont appelées vascularites. Et puis, il y a au milieu le lupus, qui est le prototype de la maladie auto-immune non spécifique d'organes. Au sein du lupus, on distingue 2 sous-groupes. Un premier lupus qui est le lupus spontané, qui est celui qu'on voit la plupart du temps chez l'adulte, et aussi un autre lupus qui est un lupus induit,
qui peut être induit par des médicaments. On prend un médicament et là, on déclenche des symptômes qui correspondent au lupus. Il n'y a pas de différence entre le lupus induit et le lupus spontané en règle générale. Simplement, parfois, mais pas toujours, quand on arrête le médicament inducteur, si c'est vraiment un lupus induit, on voit disparaître les symptômes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et c'est pour ça que lors du premier rendez-vous, on peut avoir un interrogatoire assez poussé sur les médicaments qui ont été pris avant l'apparition des symptômes. C'est très difficile quand même de faire la différence entre un lupus induit et un lupus spontané parce qu'on ne sait jamais si, quand on prend un médicament, si finalement le médicament n'a pas été l'accélérateur de l'apparition d'un lupus spontané. En gros, je devais déclencher un lupus, mettons, à 30 ans, j'ai pris un médicament inducteur et à cause de ça, j'ai déclenché mon lupus à 25 ans. Au sein des lupus spontanés, ça c'est un point qui est très important, on distingue deux maladies. Une maladie qui est une maladie purement cutanée, qui est une maladie bénigne, qu'on appelle le lupus cutané isolé ou pur, qui en général est une maladie donc, qui ne touche que la peau et qui souvent disparaît au bout de 2-3 ans d'évolution. Et à l'opposé, il y a une autre maladie qui est beaucoup plus générale, qu'on appelle le lupus systémique, qui va être une maladie qui va toucher plusieurs organes, d'où le nom systémique. Et puis, dans cette maladie, le lupus systémique, il y a une autre maladie qui initialement était décrite que dans le lupus systémique, qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides, et qui se manifeste pour l'essentiel par des caillots qui peuvent toucher les veines ou les artères. Et puis maintenant, on sait que cette maladie, elle est associée au lupus, qu'elle n'est pas incluse dans le lupus, et qu'elle peut évoluer toute seule ou associée avec d'autres maladies auto-immunes systémiques, par exemple. Alors, c'est très important cette différence parce qu'en France, il n'y a que le lupus systémique qui est considéré comme une affection de longue durée. C'est l'affection longue durée 21, qu'elle partage avec la sclérodermie systémique, une autre connectivite, et avec les vascularites systémiques. Donc, souvenez-vous qu'on est pris en charge à 100% quand on a un diagnostic de lupus systémique. Pourquoi cette maladie, elle s'appelle le lupus? Alors, pendant très longtemps, on a pensé, c'est ce qui figure en bas de la diapositive, que c'était parce que l'éruption du visage était en forme de loup de carnaval. Vous savez, si vous allez à Venise, vous verrez lors du carnaval des masques qu'on met sur le visage et qui ont cet aspect particulier qu'on appelle vespertillo. Alors, vespertillo, qu'est-ce que c'est le vespertillo? En fait, c'est le nom d'une chauve-souris. Et en fait, on pensait initialement que l'éruption était en forme d'aile de chauve-souris. Comme la chauve-souris, c'est un animal qui n'a pas très bonne presse, c'est devenu en aile de papillon. En anglais, d'ailleurs, c'est souvent butterfly qui est utilisé. Et puis, en fait, on sait maintenant que c'est un nom qui est beaucoup plus ancien. Lupus, ça veut dire loup en latin. Et initialement, le lupus était utilisé pour des lésions qui étaient des lésions essentiellement cutanées et qui faisaient penser à des morsures de loup. Et la première description, c'était, vous voyez, c'est très ancien, c'est 916, hein, c'était donc au Xe siècle après Jésus-Christ. Et c'était l'évêque de Liège qui avait cette maladie-là et qui est venu à Tours pour se faire soigner. Et si on regarde ce qu'a rapporté Herbert de Tours, il disait que Héraclius, donc l'évêque de Liège, souffrait d'une maladie ulcéreuse, le lupus, qui se manifestait par une ligne rouge sur le front. Donc, il a fallu des années avant que le lupus soit associé au lupus érythémateux, parce que la maladie de Héraclius, c'était probablement pas un lupus au sens où on l'entend maintenant, et c'était probablement ce qu'on appelle la tuberculose des membres, la tuberculose cutanée. Donc, c'était une affection extrêmement ulcéreuse qui creusait. Dans le lupus classique, on ne voit pas tellement ça. C'est au XIXe siècle seulement qu'un dermatologue de l'hôpital Saint-Louis a utilisé le mot lupus érythémateux, qui s'est traduit par lupus erythematosus, que vous avez en anglais. Et c'était une éruption, donc celle que je vous ai décrite il y a 2 secondes, qui avait un aspect particulier, qui touchait notamment le visage, avec parfois des ulcérations, et qui pouvait recouvrir d'autres lésions, comme le lupus tuberculeux, donc la vraie morsure de loup. Mais le terme a été consacré, c'est le lupus érythémateux. C'est seulement après qu'on s'est rendu compte que ce lupus érythémateux pouvait toucher beaucoup d'organes, et donc il est devenu lupus érythémateux systémique. Alors, comme je viens de vous le dire, c'est une maladie auto-immune qui est chronique,
Ça, c'est un point qui est très important. Il faut garder ça en mémoire. Ça ne veut pas du tout dire qu'on va être malade toute sa vie, mais ça veut dire que si on arrête les médicaments, la maladie peut rechuter. Et en France, c'est une maladie qui est considérée comme une maladie rare. Et notre centre est labellisé Centre de référence lupus depuis 2005 dans le cadre du plan maladie rare. Donc, il y a une atteinte qui est une atteinte extrêmement diffuse. La peau, les articulations, parfois le rein, parfois le cœur, parfois les poumons. C'est pour ça qu'il est important d'être pris en charge de façon globale quand on a un lupus pour pouvoir avoir un médecin qui réponde aux différentes interrogations et qui échange avec d'autres médecins spécialistes, par exemple des néphrologues quand il y a une atteinte rénale. Alors, comme je viens de vous le dire, en France, le lupus, c'est une maladie qui est rare. Le seuil pour définir une maladie rare en France, c'est 50 pour 100 000. Et vous voyez que la prévalence du lupus, ça c'est une étude que nous avons faite ici en utilisant justement les affections de longue durée. Donc, on est parti de la caisse de sécurité sociale et on savait en France combien il y avait de gens qui étaient suivis pour un lupus. Et donc, on a pu déterminer la prévalence du lupus. Donc, on est juste en dessous du seuil comme maladie rare. Donc, c'est une maladie rare, le lupus systémique, mais c'est une maladie rare fréquente. C'est une des maladies rares les plus fréquentes. C'est une maladie de la femme. Ça, c'est très important. Ça touche parfois l'homme, mais uniquement dans un cas sur 10. Et c'est la femme qui est jeune, on dit, ce n'est pas une bonne terminologie, mais qui est en activité ovarienne, donc qui est susceptible d'avoir des enfants parce qu'il y a un rôle important des hormones. Il y a une influence ethnique qui est importante. La maladie lupique, le lupus systémique, il est beaucoup plus fréquent chez les patients qui sont originaires d'Afrique, donc aux Antilles ou en Afrique subsaharienne, et puis également en Asie du Sud-Est. C'est assez peu une forme familiale. Il y a des cas de forme familiale. Je dis d'emblée que c'est très rare qu'une mère soit touchée et que son enfant ait aussi un lupus, mais on trouve souvent une nièce qui a un lupus et quelqu'un qui a un lupus dans la même famille, ou alors, ça c'est encore plus fréquent, un terrain de maladie auto-immune, donc quelqu'un qui va avoir une autre maladie auto-immune systémique dans la famille et la personne qui a un lupus. Et puis, exceptionnellement, ça touche l'enfant. Souvent, ça commence après la puberté, le lupus, mais dans environ 3% des cas, s'il y a des formes pédiatriques. Vous voyez, ça, c'est la prévalence du lupus à partir de notre étude. Et vous voyez donc que c'est une maladie qui démarre, ça, c'est la prévalence, donc c'est en chiffres pour 100 000, dans la population générale, chez les femmes, donc c'est surtout après la puberté. Et puis, c'est une maladie qui diminue, voire qui peut guérir parfois après la ménopause. Et vous voyez en bleu, chez l'homme, on a beaucoup moins de cas. Et la prévalence, elle est à peu près stable en fonction des années. Et effectivement, quand on regarde après 50 ans, par exemple, on a souvent des cas qui peuvent survenir plutôt chez l'homme. Donc, c'est une maladie rare en France. C'est surtout vrai pour la France métropolitaine. Parce que dans l'étude que nous avions faite, vous voyez la prévalence pour 100 000 habitants, il y avait quasiment 100 cas en Guadeloupe, 126 cas en Martinique pour 100 000 habitants, 86 cas en Guyane. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que les gens qui sont originaires d'Afrique, ils font plus souvent le lupus que les patients qui ne le sont pas, qui sont d'origine caucasienne. Je vais mettre les pieds dans le plat d'emblée pour vous expliquer qu'il y a des très grands progrès qui ont été effectués ces 40 dernières années. Vous voyez la survie, pardon parce que c'est un peu brutal, mais je crois que c'est important de vous dire les choses. En 1950-60, quand on avait un lupus, on avait un risque sur 2 de décéder à 5 ans. Et ça a imprégné les esprits. C'est ce qu'on retrouve beaucoup sur Internet. Alors, je vous dis d'emblée que c'est faux et que ça a été complètement transformé. Vous voyez que maintenant, quand on prend, et ça s'est amélioré en 2020, la survie, quand on regarde à 10 ans, 15 ans, quand on a un lupus, elle est quasiment proche de 100% quand on est pris en charge. Il reste quand même ce qu'on appelle une morbidité, c'est-à-dire des séquelles, des risques de développer une maladie chronique associée au lupus quand on a une atteinte rénale, une atteinte neurologique, certaines atteintes neurologiques. Quand la maladie elle commence dans l'enfance, chez les patients qui sont originaires des Antilles ou d'Afrique parce qu'ils ont souvent une atteinte rénale, et puis chez les hommes. Regardez l'amélioration avec les traitements classiques.
vous voyez ici ce qu'on appelait la surmortalité à cause du lupus. C'est-à-dire qu'on prend une population de patientes qui ont un lupus et on regarde des femmes dans la population générale qui n'ont pas de surmortalité. Et vous voyez que la surmortalité liée aux infections, elle était très, très importante quand on avait un lupus par rapport à des gens de même âge. Et puis, elle a diminué avec le temps. Et puis, en fait, ici, si je poursuivais le graphe, je verrais qu'il y a quasiment plus de surmortalité. Et puis, pour l'atteinte rénale, c'est la même chose. Quand on a une atteinte rénale, on avait une surmortalité importante avant qui s'est écrasée entre 90 et 2000 et qui continue à s'écraser. La seule chose qui augmente, ça ne se voit pas bien sur cette diapositive, c'est la surmortalité d'origine cardiovasculaire. Parce que le lupus, c'est aussi une maladie vasculaire, je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et en fait, nos patientes, elles ont tendance, maintenant, grâce au progrès des traitements, à vivre comme la population générale. Et on voit apparaître des complications qu'on ne connaissait pas avant. Au cours du lupus, schématiquement, on a un vieillissement prématuré des artères. Ça a des conséquences sur le plan thérapeutique. C'est la même chose. Ici, vous avez la survie, et vous voyez, quand on est à 1, on a la même survie que la population générale. Et donc ça, c'était en 90-2000, on était en train de s'approcher, et maintenant on est à 1, schématiquement. C'est-à-dire qu'on a la même survie que la population générale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complications de la maladie, hein, j'en dirai un mot après, mais c'est pour vous souligner tous les progrès qui ont été faits avec des traitements qui sont des traitements conventionnels du lupus. Alors, pourquoi on a un lupus systémique? On ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que très probablement d'une patiente à l'autre, l'origine du lupus, elle est différente. C'est-à-dire qu'il y a différents moyens de rentrer dans le lupus. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est qu'il y a des facteurs qui favorisent. Schématiquement, une maladie auto-immune systémique, c'est la rencontre entre un fond génétique et quelque chose qui va venir déclencher une réaction anormale du système immunitaire, et on a en plus des cofacteurs qui vont favoriser la persistance de ce dérèglement du système immunitaire. Et parmi ces cofacteurs, il y a les hormones de la femme, les œstrogènes. Alors comment on sait ça? D'abord, c'est une maladie de la femme. On a su pendant très longtemps que les patientes faisaient des poussées de la maladie pendant la grossesse. Heureusement, ce n'est plus le cas. Et puis, il y a eu des cas de lupus qui ont été décrits avec des contraceptions contenant des œstrogènes. D'ailleurs, pour ça, maintenant, on utilise des contraceptifs. C'est important d'avoir une contraception pour ne pas déclarer une grossesse de façon non programmée, mais elle ne contient pas d'œstrogènes. Et puis, on sait que la sévérité, voire l'activité de la maladie, elle diminue après la ménopause et qu'on peut peut-être guérir après la ménopause du lupus. Alors, il y a d'autres facteurs qui jouent un rôle, mais il y en a plein différents. Et chez une même patiente, ça peut complètement être un facteur différent. Il y a un virus particulier qui est celui de la mononucléose infectieuse. Il nous arrive souvent de voir apparaître un lupus après une mononucléose infectieuse qui a été particulièrement bruyante. On sait, et vous le savez aussi bien que moi, que les ultraviolets, ils peuvent déclencher à la fois une poussée de la maladie et l'entrée dans la maladie. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup au cours du lupus, hein, pour que les patientes ne s'exposent pas trop au soleil, ou en tout cas se protègent du soleil. Mais très probablement, d'une patiente à l'autre, c'est différent. Il y en a certaines qui peuvent s'exposer au soleil sans qu'il y ait de complications, et d'autres qui vont déclencher d'emblée une réaction cutanée et ou une poussée de la maladie. Et puis, il y a des facteurs génétiques. Mais comprenez-moi bien, les facteurs génétiques en dehors du lupus de l'enfant, ce n'est pas des facteurs génétiques, ce n'est pas des mutations qui vont se transmettre comme ça d'une personne à ses enfants. Non, c'est des briques qui vont s'additionner et qui vont favoriser une réaction anormale du système immunitaire quand on va être soumis à un agent de l'environnement et quand on aura en plus des cofacteurs comme par exemple les œstrogènes. Et schématiquement, on pense qu'il faut à peu près additionner 11 facteurs génétiques, donc c'est plutôt des facteurs de prédisposition, et rencontrer quelque chose dans l'environnement pour déclencher un lupus. Donc, ça ne se transmet pas vraiment de la mère à son enfant, le lupus, hein, mais on retrouve souvent des facteurs génétiques qui sont partagés avec d'autres maladies auto-immunes, et c'est pour ça que dans l'arbre généalogique, on peut retrouver quelqu'un qui a une sclérose en plaques dans la famille, quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde dans la famille. Alors, je vais vous présenter les signes du lupus.
Et on va commencer, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, le lupus, c'est une maladie qui a été décrite d'abord par les dermatologues. Cette maladie, elle est d'abord décrite par les dermatologues parce que dans à peu près 80% des cas, on a, au cours de l'histoire de la maladie, du lupus, quand on suit des patientes pendant assez longtemps, on a des atteintes du lupus qui permettent souvent de faire le diagnostic. Un message important, c'est que ces signes que je vais vous décrire dans le lupus systémique, on a exactement les mêmes dans le lupus cutané isolé. Donc, c'est difficile sur la peau simplement de dire c'est une maladie bénigne qui va être limitée à la peau et qui va disparaître avec un traitement au bout d'un certain temps, ou alors c'est un signe de lupus systémique. Et puis, dans les manifestations dermatologiques, on a des signes spécifiques, des symptômes qui vont nous permettre de faire le diagnostic de la maladie quand on les connaît, et puis des symptômes qui sont moins spécifiques. La première chose que vous voyez sur cette diapositive, c'est ce qu'on appelle le lupus aigu. Schématiquement, on a 3 stades dans le lupus dermatologique, le lupus aigu, le lupus subaigu et le lupus chronique. Mais on ne passe pas de l'un à l'autre, en fait. C'est des atteintes qui n'ont rien à voir entre elles, la plupart du temps, qui peuvent d'ailleurs coexister, mais elles ont été appelées comme ça, ce qui est un petit peu perturbant, mais je vous dis, je répète, on ne passe pas du lupus aigu au lupus subaigu ou au lupus chronique. Ça, c'est des lupus aigus, vous voyez, c'est comme un coup de soleil. Et d'ailleurs, l'éruption du lupus, elle est souvent sur des zones qui sont exposées au soleil. Donc, ça va être le cuir chevelu, ça va être les oreilles, ça va être le nez, ça va être les malaires, vous voyez, les joues. Ça peut être ici le décolleté, ça peut être les mains aussi, par exemple. Et c'est pour ça que l'on insiste sur le fait que les patients doivent se protéger du soleil. Mais là encore, on ne sait pas parfaitement qui doit se protéger ou pas, donc on préfère dire à tout le monde protégez-vous, mais on sait que dans la vraie vie, c'est souvent difficile. Donc ça, c'est d'autres types d'atteintes cutanées, vous voyez, hein, c'est inflammatoire, c'est vraiment inflammatoire et parfois il y a un tout petit peu de squame, les bords sont un petit peu déchiquetés, donc ça c'est très important. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça peut toucher les mains aussi, et ça a une caractéristique, l'atteinte du lupus cutané, quand ça touche les mains, c'est que vous voyez les articulations ici, c'est ce qu'on appelle les interphalangiennes, elles sont épargnées. Je sais pas, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'elles sont moins exposées au soleil, mais c'est un bon moyen d'évoquer le diagnostic. On peut avoir des ulcérations aussi de la cavité buccale, mais attention, ce ne sont pas des aftes. Les aftes, ça siège plutôt sur la langue ou sur la joue, et souvent le fond des aftes est blanchâtre. Là, pas du tout, c'est une érosion. C'est comme si j'avais mis un coup d'ongle et que j'avais enlevé la partie superficielle du palais. Ça peut faire mal, hein, ça. Et c'est pour ça que quelqu'un qui suit un lupus, il doit regarder la bouche des patients, il doit regarder les fosses nasales aussi, il doit examiner le cuir chevelu. La plupart du temps, ce lupus aigu témoigne simplement d'une inflammation globale du système immunitaire, il ne justifie pas de traitement. C'est-à-dire qu'on va traiter globalement l'activité du lupus, et grâce à ça, ça va disparaître sans laisser de traces. Sauf quand les patientes font des poussées et qu'elles ont la peau noire, où là, on peut avoir ces cicatrices qui sont quand même affichantes d'hyperpigmentation. Le deuxième type d'atteinte cutanée qu'on a, c'est ce qu'on appelle le lupus subaigu. Le lupus subaigu, il est en fait à cheval entre le lupus aigu et le subaigu, et le lupus chronique, pardon. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait un mélange des deux. C'est-à-dire que la bordure du lupus subaigu, elle est très inflammatoire, vous la voyez ici. Et puis le centre, on a l'impression qu'il est en train de cicatriser. Elle a une autre particularité, cette éruption du lupus subaigu, c'est qu'elle siège avec prédilection sur le tronc et les membres. C'est ce que vous voyez ici. Vous voyez, la partie centrale, elle est quasiment plus inflammatoire, la bordure, elle est inflammatoire et ça siège sur le tronc. Ça, en fait, c'est très évocateur de lupus subaigu, c'en est d'ailleurs, et puis si on fait les recherches des anticorps antinucléaires, on va trouver des anticorps un peu particuliers qu'on appelle anti-SSA. Le lupus subaigu, il est souvent induit. Quand on n'a que l'atteinte cutanée, souvent, c'est un médicament qui est à l'origine. Donc, le médecin qui suit une patiente qui a un lupus subaigu, il doit demander quels sont les médicaments qui sont pris, parce que là, dans ce cadre-là, si on n'est que dans un lupus cutané, on va voir disparaître les symptômes avec l'arrêt du médicament. Vous voyez, ça peut toucher le visage aussi. Hein. On retrouve ce que je viens de vous dire, la paroi, la bordure qui est très inflammatoire.
et puis le centre qui l'est moins, qui est blanchâtre. Et donc, ça peut toucher le visage. Là, c'est encore plus important, ça touche le décolleté aussi. Le dernier type de lupus, c'est ce qu'on appelle le lupus chronique ou le lupus discoïde. Celui-là, il est beaucoup plus embêtant que les autres. Il est moins fréquent, heureusement, mais il est plus embêtant parce qu'il peut laisser des cicatrices. Et ce qu'on voyait sur le lupus subaigu, cette partie-là, qui est non inflammatoire, ben on a la même chose, mais beaucoup plus grave dans le lupus chronique. Et vous voyez, la partie centrale, ici, elle est atrophique, ça donne des cicatrices. Et puis sur le visage, ça donne des grosses squames qui sont gênantes. Donc, on a une cicatrice à la fin, et malheureusement, la cicatrice, elle est définitive. Et ça, c'est vraiment gênant quand on est une femme jeune et qu'on a ça sur la peau. Là, vous voyez, c'est un homme qui a eu des lésions de lupus chronique, avec ici cette partie cette partie atrophique, hein, et vous voyez hein, la cicatrice ici. Et malheureusement, cette cicatrice, elle va persister, elle va rester définitivement. C'est pour ça que le lupus discoïde, il faut le traiter assez vite, quoi. Ça peut toucher les oreilles comme ça, avec cet aspect très squameux, on peut confondre parfois avec du psoriasis. Ça peut aussi toucher les lèvres, le lupus. Alors, je ne vous ai pas montré, mais le lupus aigu, ça peut toucher la lèvre. Ça, c'est du lupus chronique qui touche la lèvre. Et ça peut aussi toucher le palais, l'intérieur de la bouche. Et vous voyez, hein, ça touche aussi le cuir chevelu. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça peut donner des lésions qui vont être des lésions cicatricielles avec ici ce que nous, on appelle l'alopécie en plaques, c'est-à-dire quelqu'un qui perd les cheveux et ça ne repousse pas. Alors, il y a une partie, si vous regardez bien, ici, c'est blanc, ici, c'est en partie rouge. Donc, avec les nouveaux traitements, c'est ce qui s'est passé. On peut blanchir les lésions, mais on va garder ces lésions cicatricielles. Donc, ça veut dire que dans le lupus, il faut agir le plus vite possible, et notamment dans le lupus cutané. L'autre atteinte qui est fréquente, c'est l'atteinte articulaire. Alors, si je biopsie la peau, je reviens en arrière 2 secondes, ben, je vais voir que c'est une maladie qui est liée à des anticorps. Je vous en dirai un petit mot après. Et ces anticorps, ça, c'est de la peau. Ça, c'est ce qui est au contact du soleil. Et si vous voyez ici, ben, j'ai des dépôts d'anticorps qui sont faits dans cette membrane qui est un peu particulière. Alors, avant, on faisait des biopsies cutanées pour le lupus cutané. Maintenant, on continue à en faire quand on a un doute. Mais quand on a une éruption typique, on n'est pas obligé de faire cette biopsie cutanée. Il y a aussi d'autres atteintes qui ne sont pas spécifiques du lupus, qui peuvent se voir dans plein de maladies. On peut perdre ses cheveux, mais de manière globale, parce que je vous ai montré avant. Et notamment quand le lupus il est actif. Alors, faire attention, parce qu'on peut aussi perdre ses cheveux pour un milliard d'autres raisons. Hein. Par exemple, il y a certains médicaments qui font tomber les cheveux, on peut perdre ses cheveux parce qu'on est stressé, etc. Et puis, il y a d'autres atteintes. Ça, c'est des atteintes, par exemple, vasculaires. C'est ce qu'on appelle du livédo. Ça se voit plutôt dans le syndrome des antiphospholipides, cette maladie qui fait des caillots et qui est associée au lupus. C'est pour ça que la première fois, il faut que le médecin il examine complètement la patiente. Ça, c'est pour la peau. Je vous ai dit 80% à peu près des atteintes des patients qui ont un lupus, qui ont les su une dizaine d'années. L'autre atteinte qui est très importante, c'est l'atteinte articulaire. L'atteinte articulaire, c'est ce qu'on appelle une polyarthrite. Attention, ce n'est pas de la polyarthrite rhumatoïde. C'est une polyarthrite, ça veut juste dire qu'il y a plusieurs articulations qui sont inflammatoires. Et elle est particulière, cette polyarthrite, parce qu'elle touche avec prédilection les petites articulations. Donc, dans le lupus, on a quasiment tout le temps une atteinte des doigts. Et si on n'a pas d'atteinte des doigts, il faut discuter le diagnostic. Elle a une autre particularité, cette polyarthrite, c'est qu'elle n'est pas destructrice, ça ne déforme pas. Ce n'est pas comme la polyarthrite rhumatoïde où on va avoir une déformation. J'ai fait exprès de vous montrer cette photo. Il n'y a qu'un seul cas où on va avoir une déformation, c'est quand on a ce qu'on appelle le rhumatisme de Jacou. En gros, vous savez que les articulations, pour tenir, elles ont besoin d'avoir des tendons. C'est comme le mât d'un bateau. Donc, il y a des cordages qui permettent de le maintenir droit. Et si vous avez des tendons qui sont de mauvaise qualité parce qu'ils ont été inflammatoires, vos articulations, elles peuvent bouger. Et vous voyez que si je prends la main, les doigts de cette patiente, je vais pouvoir les redresser. Ce que vous ne pouvez pas faire dans la polyarthrite rhumatoïde. Parce que là, l'atteinte, elle n'est pas articulaire, elle est atteinte tendineuse.
Et si vous regardez les radios, d'ailleurs, il n'y a pas d'atteinte des articulations. Donc, c'est les tendons qui sont malades. Donc, ce rhumatisme de Jacou, il peut être gênant à la fin, il peut évoluer longtemps, et donc il faut parfois discuter avec des chirurgiens pour essayer de contrôler la maladie. On change d'organe, donc on a fait la peau, les articulations, le cœur. Le cœur, en fait, il y a deux types d'atteintes fréquentes. Le cœur, c'est à peu près 30% des malades qui ont un lupus. Il y a d'une part ce qu'on appelle une valvulopathie, donc qui peut parfois donner un petit souffle cardiaque, qui est lié à la présence des anticorps antiphospholipide. En général, ce n'est pas très grave, ça, et ça ne mérite pas de traitement. Au cours de l'atteinte cardiaque, je suis désolé, parce qu'il me manque une diapositive, on peut avoir, ce que vous voyez ici, ça c'est le cœur, et vous avez une membrane autour du cœur qui s'appelle le péricarde. Et cette atteinte péricardique, elle peut être très inflammatoire et ça peut donner une péricardite, qui est parfois inaugurale. On peut rentrer dans la maladie, dans le lupus, sous la forme d'une péricardite. On va avoir une douleur dans la poitrine, notamment quand on respire. Et puis, si on fait un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque, on va trouver des anomalies, un épaississement de cette membrane autour du cœur. Et en fait, on va pouvoir faire le diagnostic de péricardite. Et une péricardite chez une femme jeune, il faut penser au lupus. C'est pareil dans le poumon. Dans le poumon, il y a une membrane autour du poumon qui s'appelle la plèvre. Et cette plèvre, elle peut être inflammatoire comme le péricarde et ça peut donner des pleurésies, ça peut faire mal, ça donne un point de côté, ça bloque la respiration. Souvent, c'est assez inflammatoire, donc les gens peuvent avoir de la fièvre à côté. Et puis, il y a d'autres types d'atteintes pulmonaires, mais je vais vous parler que des atteintes essentielles. Donc, 30% les atteintes cardio-pulmonaires. Dans 30 à 40% des cas, alors ça, c'est très variable en fonction de l'origine, on peut avoir une atteinte rénale. L'atteinte rénale, elle se caractérise surtout par une protéinurie. C'est pour ça que quand les gens viennent en consultation, il faut doser et chercher l'albumine, la protéine dans les urines, la protéinurie. Et ça, c'est important. Donc, on peut le faire à la maison avec des bandelettes. Malheureusement, elles ne sont pas remboursées, les bandelettes, et même si c'est un travail pour arriver à ce qu'elles le soient. Et puis, surtout quand vous venez en consultation, c'est pour ça qu'on examine les urines. Si vous avez une protéinurie, et si elle est relativement importante, il va falloir savoir exactement ce qu'il y a dans le rein. Et pour ça, il faudra faire une biopsie rénale. Et en fonction de la biopsie rénale et de l'analyse au microscope, on va savoir quel est le type d'atteinte rénale du lupus, parce qu'il y a différents types d'atteintes rénales. Il y en a certaines qui doivent se traiter et d'autres qui ne doivent pas se traiter. Il peut aussi y avoir au cours du lupus des atteintes neurologiques ou psychiatriques. C'est assez difficile de faire le diagnostic de ces atteintes-là. Alors, heureusement, ce n'est pas très fréquent. Et celles qui justifient un traitement, elles sont assez rares. Alors, attention, hein, quand on a un lupus, malheureusement, on peut avoir les mêmes maladies que la population générale. On peut avoir une dépression, on peut avoir des troubles d'anxiété, on peut avoir donc des troubles de l'humeur, des choses comme ça. On peut même avoir des céphalées, c'est pas rare. La plupart du temps, ce que je viens de dire, ça n'a pas de rapport avec le lupus. D'accord? Souvent, c'est des maladies de la population générale, on retrouve des antécédents. Et ces antécédents, souvent, c'est des antécédents de dépression, de troubles de l'anxiété, des céphalées qu'on avait déjà, des migraines, des choses comme ça. Et puis, il y a d'autres atteintes, mais je ne vais pas les détailler parce qu'elles sont un petit peu trop techniques. Il y a d'autres manifestations dans le lupus. Il y en a une qui ne figure pas, mais je fais exprès de ne pas la mettre pour vous le dire. La fatigue. La fatigue, c'est quelque chose de très fréquent dans le lupus. Alors, c'est très fréquent quand on a un lupus en poussée, et c'est également fréquent en dehors de la poussée. Et d'emblée, le meilleur traitement contre la poussée, c'est contre la fatigue, c'est de contrôler la poussée. Et en dehors de la poussée, il faut avoir une activité physique. Ça a été montré comme étant efficace. Une activité physique dédiée. Hein, si vous marchez pour aller prendre le métro, ce n'est pas suffisant. Il faut faire 3 fois 30 minutes de marche active par semaine, même quand on est fatigué. Alors, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est le seul traitement qui marche bien. On a d'autres manifestations quand même. On peut avoir de la fièvre, et c'est compliqué quand on a un lupus, quand on a de la fièvre, de savoir si c'est lié au lupus ou si c'est lié à une infection. Et on peut perdre du poids parfois au début, quand on a un lupus. Hein, on est très fatigué, on peut perdre du poids, donc il faut le savoir. Et puis, il y a d'autres symptômes qui existent.
les doigts qui changent de couleur quand on va au froid, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud. Ça, c'est très fréquent, mais dans le lupus, il est rarement grave. Et puis, il y a une autre maladie qui est souvent associée au lupus, c'est le syndrome de Gougeot-Sjogren, c'est le nom de 2 médecins. On va avoir une atteinte par le système immunitaire des glandes salivaires et des glandes lacrymales. Donc, c'est des gens qui vont avoir la bouche sèche ou les yeux secs, et c'est souvent associé au lupus. Souvent, le traitement qu'on donne dans le lupus, il permet de traiter en même temps le syndrome de Gougeot-Sjogren. Donc, je viens là de vous parler des signes. Et ça, c'est très important, parce que le lupus, c'est une maladie. Ce n'est pas uniquement les examens biologiques. Je dis ça parce que nous, on voit souvent des gens qui viennent à la consultation parce qu'ils ont des anticorps antinucléaires, je vais vous en dire un mot, mais ils n'ont aucun symptôme de lupus. Non, le lupus, c'est une maladie. Vous voyez les symptômes que je viens de vous présenter, on sait les reconnaître. Donc, on est capable de dire, ça, c'est évocateur de lupus. Il y a des atteintes cutanées qui sont très évocatrices de lupus et on peut, avec ces atteintes-là, faire le diagnostic. Mais on utilise aussi la biologie, donc la prise de sang, parce que c'est des outils supplémentaires qui nous permettent de porter le diagnostic. Mais la biologie toute seule, elle ne permet pas de porter le diagnostic de lupus. Ça, c'est très important. La biologie, donc, elle nous aide pour porter le diagnostic, mais elle n'est pas suffisante toute seule. Et puis, elle va nous permettre aussi de savoir si la maladie, elle touche certains organes. Et puis, elle va nous permettre aussi de savoir si le lupus est en train de répondre au traitement. Mais la réponse au traitement, elle dépendra de la disparition des signes. Alors, les examens spécifiques, vous les connaissez, c'est les anticorps antinucléaires. On a dans le sang des patientes qui ont un lupus, mais pas uniquement, des anticorps qui sont dirigés contre ce qui compose les noyaux de nos cellules. Donc, les cellules, on est tous constitués par des milliards de cellules et il y a un noyau dedans. Et il y a dans ces noyaux-là, en fait, quelque chose qui fixe les anticorps du malade. Donc, c'est des auto-anticorps. C'est une maladie auto-immune. Normalement, on ne doit pas faire ces anticorps-là. Notre système immunitaire, il a été éduqué pour ne pas faire d'anticorps contre nous. Et dans les maladies auto-immunes, il est déréglé, le système immunitaire, et il permet de faire, il fait des anticorps dirigés contre les constituants des noyaux. Et nous, on utilise une technique qui nous permet de voir que ces anticorps, là, au laboratoire, ils sont présents. C'est ce qui donne cette fluorescence un peu particulière. Donc, les anticorps antinucléaires, ils sont très utiles sur le plan du diagnostic. On n'a pas de lupus sans anticorps antinucléaires. Et il faut faire attention pour les anticorps antinucléaires. Le seuil, pour dire c'est positif, c'est au-dessus de 1 sur 80, si vous regardez les résultats. Malheureusement, ces anticorps-là, on peut les voir dans toutes les maladies auto-immunes. Donc, anticorps antinucléaires, ça ne veut pas dire j'ai un lupus. Il faut les symptômes avec. Et puis, il y a certains médicaments, comme par exemple les bêta-bloquants, qui peuvent en donner. Et puis, après 60 ans, on peut avoir des anticorps antinucléaires dans le sang parce que le système immunitaire, il a vieilli et qu'il est moins performant et qu'on peut avoir des symptômes. Puis, il y a plein d'infections qui en donnent. Donc, ces anticorps antinucléaires tout seuls, c'est pour ça qu'ils ont une faible valeur diagnostique s'ils ne sont pas associés avec des symptômes évocateurs. Il y a un autre type d'anticorps. Dans le noyau, il y a de l'ADN. Notre ADN, vous le savez, c'est lui qui code pour nos protéines. Et on peut trouver au cours du lupus des anticorps contre cet ADN. C'est assez spécifique de la maladie, mais tous les malades qui ont un lupus n'ont pas ces anticorps-là. Et c'est surtout quand le lupus il est actif qu'on va avoir une augmentation de ces anticorps. Il y a autre chose qui est important, quand les anticorps ils se déposent dans les tissus, ils activent l'immunité, et dans l'immunité, pour détruire les microbes, on a quelque chose qui s'appelle le complément, parce qu'il vient en complément des anticorps, ce qu'on appelle le C3. Ce complément, c'est une protéine qui est capable de faire un trou dans une cellule ou dans une bactérie, par exemple. Ben, si vous avez beaucoup d'anticorps dans le rein, par exemple, qui sont déposés, qui ont activé le C3 s'est déposé dans le rein, d'ailleurs, on peut le voir sur la biopsie. Et si vous le dosez dans le sang, il va diminuer. Donc, il est consommé. Et ça, c'est un bon marqueur de lupus, notamment quand le lupus il est actif. Alors, comment on fait le diagnostic de lupus? En fait, comme je viens de vous le dire, c'est la conjonction d'éléments cliniques et biologiques. Il faut des éléments cliniques.
il faut vraiment avoir des signes cliniques. Et donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des dizaines, il y a plusieurs classifications qui ont été proposées qui permettent de classer la maladie comme lupus ou pas. La plus importante, c'est qu'il faut avoir ces anticorps-là. Mais je répète ce que je vous ai dit, tout seul, ils ne permettent pas de porter diagnostic. Mais dans cette classification qui est très ancienne, vous voyez qu'il y avait des atteintes cutanées, le rash malaire, le vespertilio, le lupus discoïde, la polyarthrite, la pleurésie, l'atteinte rénale, par exemple. Et puis des anomalies biologiques aussi. Le pronostic du lupus, il a complètement changé, comme je vous l'ai dit au début, ces dernières années. Avant, comme la maladie elle était grave, et c'est ce que je vous disais au début de ma présentation, comme les poussées étaient graves et emportaient parfois les patients, tout l'effort des médecins il était fait sur les poussées. Il fallait empêcher la poussée de continuer. Donc, on pensait que c'était une succession d'événements aigus, le lupus. Et en fait, maintenant, donc, on avait avant des poussées comme ça, et en fait, maintenant, on a changé. C'est-à-dire, on sait que c'est une maladie chronique. C'est-à-dire qu'il va falloir contrôler la poussée, mais il faut aussi travailler en dehors de la poussée pour que les patientes ne refassent pas de poussée. Et ça, c'est très important, parce que ça sous-entend que maintenant, quand on a un lupus, on va être traité avec deux objectifs. Je veux contrôler la poussée et je veux empêcher la rechute. Et ça, c'est très, très, très important à comprendre. C'est quelque chose qui paraît évident quand je le dis, mais ça a mis des années, des décennies avant d'être compris par les médecins. Donc, en gros, quand on traite quelqu'un qui a un lupus, on a le point de vue immédiat et puis le point de vue sur le long terme. Et vous avez vu que grâce à ça, les progrès sont considérables puisque la survie des patients qui ont un lupus ressemble de près à celle de la population générale. Donc, il y a tout un pan de la prise en charge qui s'est développé, que je ne vais pas détailler parce qu'il y a un cours spécial là-dessus, mais qui est très important maintenant, qui est le travail qu'il faut faire en dehors des poussées. Donc, on va avoir trois objectifs dans la prise en charge du lupus. La première, c'est à court terme, donc c'est traiter la poussée, puis à long terme et à moyen terme, c'est d'éviter les séquelles et d'éviter les effets indésirables des traitements. Par exemple, comme je vous ai dit au début, il y a un vieillissement prématuré du lupus, dont des artères vieillissent. Donc, pour éviter ça, par exemple, on va essayer de diminuer la dose de corticoïdes qu'on donne. On va essayer de ne pas en donner maintenant. On essaye de traiter les malades de plus en plus sans utiliser des corticoïdes parce que ces corticoïdes, ils font vieillir les vaisseaux de manière prématurée. On va essayer d'éviter les infections, on va faire un certain nombre de choses. Si on regarde le traitement, je ne vais pas le détailler, le traitement de la poussée, ce qui nous guide, c'est la riposte graduée. C'est-à-dire en fonction du type d'atteinte, on va modifier les traitements. Et ça, vous le retrouvez dans le PNDS, dans le protocole national de diagnostic et de soins. Et vous voyez les atteintes les plus fréquentes, la polyarthrite et la peau. On essaye maintenant de les contrôler sans utiliser de corticoïdes, parce qu'on sait que quand on utilise des corticoïdes au début, souvent, on a tendance à les garder. Les patientes nous téléphonent, on augmente les corticoïdes, elles sont tranquilles pendant un certain temps, et puis quand elles baissent les corticoïdes, il y a une rechute. Donc, on essaye d'éviter. Ça, c'est vraiment une grande tendance actuellement, ou en tout cas d'utiliser des doses beaucoup plus faibles. Et donc, en fonction du type d'atteinte, on a des traitements qui sont bien codifiés maintenant. Et puis, si on n'arrive pas à contrôler avec un traitement de première ou de deuxième intention, on a la chance maintenant d'avoir des biothérapies, c'est-à-dire des traitements qui sont des anticorps et qui ont une cible beaucoup plus spécifique. Il y a le belimumab, le Benlysta, qui est utilisé dans le lupus, qu'on peut utiliser dans le lupus cutané articulaire ou dans le lupus rénal, qu'à l'AMM. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de médicament avec l'AMM. Et puis, il y a un nouveau médicament qui va arriver, qu'on va avoir à disposition, qui a déjà l'AMM et qui est en négociation et qu'on aura, je dirais, peut-être à partir de juillet ou de septembre. Comme vous l'avez compris, la prise en charge sur le moyen et long terme, c'est très important. C'est des gens jeunes, donc on va les suivre pendant très longtemps. Donc, il faut déjà commencer, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, par dédramatiser les informations obsolètes, celles qui sont sur Internet, celles qui remontent aux années 50-60. Il faut arriver à présenter les données. Il faut que le patient connaisse les signes de poussée. Donc, il y a de l'éducation thérapeutique. Et puis, il faut que les patientes comprennent que
L'objectif numéro 1 dans le lupus, c'est qu'il n'y ait pas de poussée, avec le plus petit traitement. Et c'est l'objectif numéro 1, ce n'est pas d'arrêter les traitements. D'accord? Parce que souvent, quand est-ce que j'arrête mes médicaments? La première chose, c'est je contrôle la maladie. Et après, j'essaye de contrôler la maladie avec le moins de médicaments possible. Les associations du lupus en France, hein, elles sont très, très utiles. Donc, je vous incite vraiment à adhérer à ces associations. Comme vous l'avez compris, dans le lupus, c'est une maladie à pousser. Donc, le plus tôt on peut réagir, le mieux c'est. Donc, il faut qu'on ait un médecin disponible. Et nous, on essaye de donner notre téléphone et puis d'être contacté par email. Bon, ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça, quoi. Donc, il vaut mieux, c'est une maladie, le lupus, qui est surtout suivie à l'hôpital. Donc, il faut que le médecin qui le prend en charge, plutôt l'interniste, parce que c'est un peu lui le chef d'orchestre, il puisse répondre facilement. Donc, voilà, nous, on donne souvent notre numéro de téléphone. Et puis, il y a ce petit livre hein, que je vous conseille d'avoir, souvent on le distribue, qu'on est en train de réactualiser. Donc, il y aura une nouvelle version en 2023. Le lupus en 100 questions. Il faut éviter de s'exposer au soleil. Bon, il faut essayer. Hein. La meilleure protection contre le soleil, c'est les vêtements. Sinon, il faut utiliser les écrans. Le tabac, c'est vraiment pas bon pour la peau. Ça fait vieillir la peau. Ça diminue l'activité du plaquenil. Et puis, ça augmente le risque cardiovasculaire. Il faut une contraception adaptée. Il faut éviter les oestrogènes. Donc, il y en a une, c'est la Cerazette, l'Optimizette qu'on utilise. Parce qu'une patiente, elle peut avoir des grossesses. Ça, c'est un grand progrès, pour peu qu'elle soit planifiée. Il ne faut pas tomber enceinte quand le lupus est en pleine activité. Ce n'est pas très bon, ça. Donc, idéalement, il faut planifier la grossesse. Il faut prévenir les infections. Donc, il faut penser à se faire vacciner. Hein, vaccination contre la grippe, peut-être vaccination contre le zona, qui est très fréquent quand il sera disponible en France. Vaccination contre le Covid, le calendrier vaccinal de la population générale. Et puis, il y a une autre infection qui existe qui s'appelle l'infection à papillomavirus. Donc, il y a un vaccin, mais qui est utilisé normalement avant les premiers rapports sexuels. Et il faut faire des frottis cervico-utérins régulièrement pour rechercher justement cette infection à papillomavirus. Il faut prévenir le risque cardiovasculaire, donc il ne faut pas fumer. L'hydroxychloroquine, c'est un bon médicament qui diminue les risques cardiovasculaires. Il faut contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, il faut faire de l'activité physique. Et dans certaines situations, on va vous donner 100 mg d'aspirine en plus, notamment si vous avez ces anticorps un peu particuliers qui peuvent favoriser les caillots, les anticorps antiphospholipides. Il faut prévenir les poussées, donc il faut que le patient il connaisse sa maladie, hein, donc il faut qu'il fasse de l'éducation thérapeutique, il faut qu'il sache ce qu'est une poussée, ce qui n'est pas une poussée. Il faut traiter, et ça c'est très important, n'arrêtez pas les traitements. Hein. N'arrêtez pas les traitements. Je sais que c'est normal d'avoir envie d'arrêter les traitements, mais si vous faites ça, c'est le lupus qui gagne. Et je répète ce que je vous ai dit, il faut planifier les grossesses. Le dernier point avant de conclure, le lupus c'est devenu une maladie chronique. Donc quand on dit maladie chronique en médecine, ça pose une question simple qui est, existe-t-il un traitement de fond? Un traitement de fond, c'est un médicament qu'on va donner, qui ne coûte pas très cher, qu'on va donner pendant quasiment toute la durée de la maladie. Hein, donc, ce médicament, vous le connaissez, il existe. Hein. C'est l'hydroxychloroquine, c'est le plaquenil. Il a l'AMM dans le lupus, il permet de contrôler les poussées articulaires et cutanées et aussi il diminue le risque de rechute. Donc vraiment, quand on a un lupus, sauf contre-indication, il faut prendre de l'hydroxychloroquine, il faut prendre du plaquenil. En général, c'est plutôt 400 mg par jour. Ça met un peu de temps avant d'être efficace au début. Il faut le poursuivre pendant la grossesse. Hein. Et le plaquenil, avant 5 ans, il n'y a pas de risque de faire des complications du plaquenil. Hein, j'insiste là-dessus, puisque souvent les gens sont très, très, très inquiets par ce qu'ils peuvent lire sur le plaquenil. Avant 5 ans, il n'y a pas de complications. Après 5 ans, il faut faire un dépistage une fois par an de ce qu'on appelle le champ visuel et l'OCT. Je ne vais pas vous détailler ce que c'est, mais en gros, il faut faire ces 2 examens-là par an. Et idéalement, il faut pouvoir les comparer avec l'examen qui a été fait au tout début de la prise de plaquenil. Grâce à ça, on peut voir apparaître de manière très précoce les complications du plaquenil et on peut agir en diminuant ou en arrêtant le plaquenil. Et grâce à ça, on ne voit pas apparaître la complication qui n'est pas fréquente, hein, mais qui existe,
du plaquenil qui est l'éventuelle rétinopathie. Parce que le plaquenil, il se dépose dans la rétine et au bout d'un certain temps, il peut donner des effets indésirables, mais je répète, pas avant 5 ans. Je vais m'arrêter là pour pouvoir répondre à vos questions. C'est Micheline Fa qui va animer là, les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le forum de discussion, pas les questions-réponses, le forum de discussion. Allez-y, hein, vous pouvez poser des questions globalement sur le lupus. Oui, il y a beaucoup de questions. J'essaie de les classer un peu parce qu'il y a plein de thèmes qui se croisent. On va essayer de j'essaie de faire un petit peu dans l'ordre. On va commencer peut-être par les questions un petit peu d'ordre général sur la maladie associée au lupus. Donc, il y a plusieurs questions. Pour commencer, quel est le lien entre le syndrome de Sharp et le lupus? Le syndrome de Sharp et le lupus, c'est deux maladies différentes, mais très proches. Le syndrome de Sharp, c'est une maladie qu'on appelle connectivité mixte parce qu'elle a des symptômes de lupus, un peu de symptômes de myosite, symptômes d'autres choses. C'est souvent une maladie bénigne, il n'y a pas d'atteinte rénale en général, souvent. C'est très proche et ça se traite quasiment comme le lupus. Mais il y a c'est exceptionnel, les atteintes rénales. Le lupus, c'est une maladie beaucoup plus diffuse. Le syndrome de Sharp, c'est surtout les articulations et la peau. Ensuite, il y a des questions par rapport au syndrome des antiphospholipides. Est-ce que l'association lupus et antiphospholipides est obligatoire? Non, non. Le syndrome des antiphospholipides, il faut y avoir un caillot, ce que nous on appelle une thrombose, et des anticorps antiphospholipides. Et il y a à peu près 20% des malades qui ont un lupus qui ont ce syndrome, uniquement 20%. En revanche, au cours du lupus, on peut avoir des anticorps antiphospholipides, mais on ne fait pas de caillot. Et quand on a des anticorps antiphospholipides sans caillot au cours du lupus, on va recevoir de l'aspirine 100 mg par jour pour éviter justement que les caillots surviennent. Donc 20% des lupus ont un syndrome. Dans ces cas-là, il faut anticoaguler. On donne de la coumadine ou du Préviscan. En dehors de ça, on peut avoir des anticorps ou ne pas en avoir, mais quand on a des anticorps dans le lupus, on prend de l'aspirine à faible dose. Est-ce qu'on peut avoir une hépatite auto-immune dans le cas du lupus? Est-ce qu'on peut avoir une Hépatite auto-immune. On a deux fois cette question. Il y a des hépatites qui existent, qui sont décrites dans le lupus, ce qu'on appelait avant l'hépatite lupoïde. Souvent, elles répondent à un traitement avec une petite dose de corticoïdes et on rajoute à ça de l'Imurel. Donc, c'est possible, ce n'est pas fréquent. Ensuite, il y a une question par rapport aux maladies psychiatriques et au lupus. Est-ce qu'il peut y avoir des maladies psychiatriques en lien avec le lupus? Oui, ça peut exister, mais attention, pas les maladies fréquentes de la population générale, pas la dépression, pas l'anxiété. Il peut y avoir des psychoses au cours du lupus. C'est assez difficile de savoir si c'est en rapport ou pas avec le lupus. Donc ça, il faut voir des médecins qui ont l'habitude. Et dans cette situation-là, on va avoir souvent une psychose qui est un peu différente des psychoses habituelles. Donc ça, le psychiatre, il va nous dire, bah, tiens, elle est un peu différente. Et puis, elle va être résistante au traitement habituel qu'on donne dans les psychoses. Donc ça aussi, c'est un bon signe évocateur. Ou alors, elle va survenir alors que le malade est en poussée de la maladie lupique. Il va avoir une psychose plus des symptômes de lupus. Donc, quand on a tout ça, on peut arriver à dire bah, c'est une psychose lupique et donner un traitement spécifique. Et en général, ça disparaît. Ensuite, il y a une autre question qui concerne un petit peu l'hérédité éventuellement. Mon fils a déclaré la maladie de Basedow. Faut-il faire des recherches pour le lupus? Il a déclaré quoi? La maladie de Basedow. Alors ça rejoint, je ne sais pas si la patiente qui pose la question a un lupus, mais si elle a un lupus, vous allez trouver une maladie de Basedow dans la même famille. Maladie de Basedow, c'est une hyperthyroïdie, c'est une maladie auto-immune aussi. Les symptômes n'ont rien à voir avec le lupus. La maladie de Basedow, donc, en gros, c'est favorisé, là aussi, par ce qu'on appelle un fond génétique. Donc, ce n'est pas des maladies qui se transmettent, mais c'est souvent ce qu'on retrouve. On retrouve de la maladie de Basedow, on peut retrouver de la sclérose en plaques, on peut retrouver de la polyarthrite rhumatoïde dans la même famille. Ensuite, donc, il n'y a pas de similitude entre la maladie de Basedow et le lupus. C'est le fond génétique probablement qui a favorisé l'apparition des deux maladies dans la même famille.
Il y a aussi beaucoup de questions sur les facteurs qui peuvent favoriser les poussées ou les symptômes. Alors, concernant la ménopause, est-ce qu'on peut guérir du lupus après la ménopause? Alors, une guérison en médecine, ce n'est pas fréquent. Une guérison, c'est on a une maladie, on prend un traitement, on arrête le traitement, la maladie ne revient pas. Donc ça, par exemple, c'est surtout les maladies infectieuses, c'est les angines, par exemple. On va prendre des antibiotiques, on fait disparaître, on arrête. En médecine, ce n'est pas très fréquent. Comme je vous l'ai dit, le lupus, c'est souvent une maladie chronique. Hein, c'est une maladie qui persiste tout au long du temps. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'une fois que les hormones ont disparu chez la femme, notamment les oestrogènes, ben c'est vrai que le lupus, il a tendance à se calmer. Donc, on peut, entre guillemets, guérir du lupus, c'est-à-dire ne plus prendre de médicaments. Souvent, nous, on préfère quand même laisser un peu de plaquenil parce qu'on a déjà vu des femmes qui avaient eu une ménopause et qui ont eu des rechutes même après la ménopause. C'est-à-dire que ce n'est pas une règle absolue, c'est de la médecine. Hein. Donc, on peut, entre guillemets, guérir après la ménopause du lupus, oui, mais l'idéal, c'est de garder un petit fond de traitement pour éviter que la maladie rechute. Il y a une question de tout concernant le lien entre l'oestrogène et l'activité de la maladie. Et est-il possible d'induire une ménopause chez une femme qui a déjà eu ses enfants pour justement contrôler la maladie? D'induire une ménopause. C'est une question qui est posée, oui. C'est compliqué d'induire une ménopause. Une ménopause, il faudrait faire une ovariectomie. Non, ça ne se fait pas. Non. Alors ensuite, il y a d'autres questions concernant peut-être les facteurs qui pourraient favoriser la maladie. Est-ce qu'une grippe peut déclarer l'entrée dans le lupus? Alors, quand on a des poussées du lupus, souvent, on retrouve une infection. Il faut faire attention parce qu'au cours du lupus, on peut avoir des symptômes qui ressemblent à une infection. On peut avoir de la fièvre, par exemple. On peut avoir des douleurs musculaires. Donc ça, c'est possible. Donc on peut, à l'occasion d'une grippe, déclarer l'entrée dans la maladie. Oui, ça, c'est possible. Donc, il y a ensuite une question concernant les vaccinations et le risque de déclencher une poussée de la maladie. Oui. Donc, par exemple, hépatite B et deuxième vaccin contre le Covid. Alors là, je vais être assez formel. Ça a été très bien étudié. Il n'y a pas de lien épidémiologique entre la vaccination et l'apparition de lupus. D'accord? En gros, qu'est-ce qui se passe? Quand on vaccine des millions de personnes, on a des gens qui devaient faire un lupus, et il se trouve que chez certaines personnes, la vaccination, elle intervient un petit peu avant le lupus, mais c'est uniquement chronologique. Moi, je prends toujours le même exemple. Si vous allez chercher le pain tous les jours, le jour où vous allez déclarer le lupus, vous serez allé chercher le pain juste avant et vous n'allez pas vous dire que c'est parce que vous êtes allé chercher le pain que vous avez déclaré le lupus. C'est à une autre échelle ce qui se passe avec les vaccins. Quand on donne des vaccins sur une très longue à beaucoup de personnes dans la population générale, on va forcément avoir des gens qui vont déclarer le lupus, ils devaient le déclarer, mais ça va coïncider avec la prise des vaccins. Le message le plus important, c'est que de toute façon, donc il n'y a pas de lien à démontrer, hein, ça a été très bien étudié pour le lupus, notamment pour le vaccin d'hépatite B. Il n'y a pas de risque et donc il faut se vacciner. Une fois encore, la balance bénéfice-risque entre je me vaccine pour prévenir les infections, je ne me vaccine pas et je fais l'infection, elle est clairement en faveur du vaccin. Et des vaccins que je vous ai donné, que je vous ai mentionné tout à l'heure, il faut se vacciner contre le Covid, alors on va voir ce que ça va devenir maintenant, contre la grippe tous les ans, il faut se vacciner contre le pneumocoque quand on a un lupus, et probablement quand il sera disponible, il faudra faire le vaccin contre le zona, parce que le zona, c'est très fréquent dans le lupus. Donc, voilà un petit peu pour les facteurs favorisants. Donc, on nous demande s'il y a d'autres facteurs que le soleil. Donc, on va parler du soleil. Effectivement, le soleil peut-il favoriser les poussées ou entrer dans le lupus? Et comment? Que font les UV? Ah, alors là, c'est un peu technique. En fait, le soleil, oui, l'exposition au soleil, oui, peut favoriser la poussée du lupus. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand les ultraviolets viennent sur la peau, il y a une réaction anormale de la peau. Il y a des cellules de la peau qui vont mourir de manière anormale. Ces cellules, elles ont un noyau. Et elles vont relarguer ce noyau. Et le noyau, comme vous avez compris tout à l'heure, il y a des anticorps antinucléaires dans le lupus dirigés contre le noyau. Et ce noyau-là, il va entretenir la réponse du système immunitaire.
Donc, c'est pour ça que ça va s'enclencher, ça va donner un cercle vicieux. Et la poussée qui va être une poussée cutanée, elle peut se transmettre à d'autres organes. Donc, on peut avoir une poussée générale. Donc ça veut dire qu'il faut se protéger du soleil quand on a un lupus. Il faut se protéger d'autant plus qu'on a déjà eu des éruptions photosensibles. Donc, si on a déjà eu des éruptions, il faut faire très attention. Donc, je pose la question. L'hydroxychloroquine, elle protège. L'écran total protège. La meilleure protection, c'est les vêtements. Bien sûr, il faut vivre. Donc après, les gens, ils essayent de voir comment ils peuvent faire avec la vie de tous les jours. C'est vrai, quand on a une femme jeune, se balader l'été avec un chapeau, des pulls à manches longues ou des sweatshirts, c'est compliqué. Mais bon, il faut essayer de naviguer avec ça. Mais si ça permet d'éviter une poussée, c'est quand même important. Donc, il y a plein de questions à ce sujet. Donc, si on n'a jamais de lupus cutané, doit-on quand même se protéger du soleil? Je ne peux pas transmettre ce message-là aujourd'hui. Non, la règle, c'est quand même de se protéger contre le soleil. D'accord? Il faut prendre l'hydroxychloroquine, il faut mettre de l'écran, essayer de porter des vêtements. Et puis après, vous verrez avec le médecin qui s'occupe de vous, si vous avez déjà fait une réaction anormale au soleil, vraiment protégez-vous. Ça, c'est important. Et puis surtout, évitez, par exemple, de faire la crêpe sur la plage, quoi. C'est-à-dire que là, si vous exposez au soleil, mais moi, je vois en ma consultation tous les ans, après les vacances, je leur tire les oreilles, mais des patientes qui viennent, qui sont bronzées. Bon, ça ne me plaît pas beaucoup, mais voilà, c'est la vie. Hein, mais quand on a déjà fait des réactions anormales, il faut vraiment faire attention. Et donc, confirmez-vous que même s'il n'y a aucune manifestation cutanée, le soleil peut… pardon. Non, excusez-moi. Oui, donc, si on n'a jamais… Donc, est-ce qu'on peut avoir une poussée de lupus déclenchée par le soleil autre Oui, que cutanée? oui, tout à fait. On peut avoir une poussée, une atteinte rénale parce qu'on s'est exposé au soleil, qu'on a une réaction générale. Le soleil, c'est une porte d'entrée, donc ça va stimuler globalement le système immunitaire. Donc, ça peut donner une réaction sur la peau, mais ça peut aussi donner une réaction ailleurs. Ça va activer le système immunitaire, et dans le lupus, quand le système immunitaire il est très actif, ça peut toucher tous les organes. Il y a aussi beaucoup de questions sur l'alimentation. Est-ce qu'une alimentation anti-inflammatoire pourrait être efficace? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter, des aliments déconseillés quand on a un lupus? Est-ce qu'on peut prendre du ginseng? Voilà, plein de questions sur l'alimentation et lupus. Il n'y a pas d'alimentation qui a démontré son efficacité. Je ne sais pas ce que c'est une alimentation anti-inflammatoire. Le ginseng, c'est pareil. Je n'ai pas de données, il n'y a pas eu d'études disant que quand on est quand on prend du ginseng, on va faire moins de poussées. Enfin, on connaît bien les articles scientifiques dans le lupus, ça n'a jamais été montré. Moi, je crois que ce qui est important quand on veut prendre des compléments alimentaires ou du ginseng, il ne faut pas que ça prenne la place du traitement. C'est-à-dire, il faut vraiment se focaliser d'abord sur le traitement classique. Et puis après, si les gens sont mieux avec ces compléments, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Pour peu qu'ils prennent les traitements qui sont prescrits par leur médecin, quoi. Donc, vous pouvez faire une alimentation anti-inflammatoire. Je ne sais pas ce que c'est, honnêtement. Mais il y a déjà plein de contraintes dans le lupus. Donc, bon, je ne sais pas ce que c'est une alimentation anti-inflammatoire. C'est difficile. Mais si vous êtes bien avec, vous faites comme vous voulez, quoi. Voilà un petit peu pour tout ce qui peut favoriser éventuellement la maladie. Ensuite, on va parler un petit peu des différents symptômes. Donc, d'abord, peut-être les symptômes cutanés qui ont été énoncés. Comment traiter la perte de cheveux? Est-ce qu'une chute de cheveux peut être considérée comme une poussée? Alors, une perte de cheveux toute seule, attention, une perte de cheveux diffuse, hein, pas les plaques que j'ai montrées tout à l'heure. Ce n'est pas suffisant pour dire que la maladie elle est en poussée. On va regarder aussi, on va examiner la patiente et puis on va regarder aussi sur le plan biologique s'il y a des signes d'activité du lupus. C'est très rare qu'on modifie le traitement simplement sur une perte de cheveux, ce que nous on appelle une alopécie diffuse. Hein, c'est très très rare. Mais on va être vigilant. C'est-à-dire que parfois il peut y avoir une perte de cheveux diffuse. La vraie difficulté, c'est que l'alopécie, la perte de cheveux, elle est souvent multifactorielle. Il y a certains médicaments qui peuvent donner ça. Il peut y avoir le stress, simplement. Donc, si on n'a que la perte de cheveux toute seule, on ne changera pas le traitement à cause de ça. On vérifiera qu'il n'y a pas d'autres signes évocateurs
une poussée globale de la maladie. Et puis donc, comment est-ce qu'on peut détecter un lupus discoïde, par exemple, ou une sorte de lupus cutané? Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Comment on fait le diagnostic? Comment on sait qu'il y a un lupus discoïde ou un autre lupus? Quelle forme de lupus cutané, en fait? Alors, la forme de lupus cutané, déjà, il y a l'expérience du médecin. Donc, nous, on a aussi un dermatologue qui connaît vraiment très bien dans le centre, le docteur Chasset. Ça, c'est très important. Le lupus discoïde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, souvent, il y a l'atrophie au centre. Donc, ça, c'est évocateur. Et puis, on peut s'aider parfois de la biopsie. Bon, on fait des biopsies cutanées. Sachez quand même que le traitement lui-même, il ne sera pas différent, hein. Donc, globalement, on traite les lupus cutanés, donc le subaigu et le discoïde, à peu près de la même façon. Retenez que quand on a un lupus cutané, il faut vraiment, vraiment éviter de fumer. Le lupus, il est beaucoup plus difficile à contrôler, le lupus cutané, quand on a un tabagisme actif. Et donc, est-ce qu'on peut avoir un lupus et ne jamais avoir de taches sur le corps? Ah ben bien sûr. D'abord, il y a un groupe de patients qui ne font jamais de poussée cutanée. Donc ça existe, hein. Ce n'est pas très, très, très fréquent, mais ça existe. Ça existe d'autant plus que maintenant qu'on donne le Plaquenil à toutes nos patientes, elles empêchent l'apparition de lésions cutanées, le Plaquenil, souvent. Donc, si par exemple, on commence la maladie par une péricardite, on a des anticorps, on fait le diagnostic et qu'on prend du Plaquenil dans le traitement, on peut tout à fait ne jamais avoir d'atteinte cutanée, hein. Et les atteintes cutanées, en dehors du lupus discoïde quand il a évolué, elles régressent sans laisser de traces, hein. Alors, on a parlé de la fatigue, mais voilà, il y a des questions. Quel type d'activité physique adaptée pour améliorer la fatigue? J'essaye de faire de l'activité, mais j'ai des nausées. Y a-t-il une solution? Voilà, comment faire pour adapter son activité physique? Alors, le traitement de l'activité physique, hein, d'abord, rappelez-vous que maintenant, les médecins ils peuvent prescrire parfois une activité physique, hein. Il y a des choses simples à faire. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire des choses trop compliquées au début. Moi, ce que je dis souvent, c'est de commencer par 3 fois 30 minutes de marche active, tout simplement, par semaine. Attention, quand il fait beau, il faut se protéger, hein. Donc, il faut faire ça. Et puis après, on essaye d'augmenter. Soit on marche plus que 30 minutes, soit on marche plus souvent. Le plus important, c'est vraiment que ce soit régulier. Ça, c'est le plus important, hein. Donc, il ne faut pas se lancer dans un truc super compliqué au début, vouloir courir le marathon, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez de manière très régulière. Idéalement, il faut le faire en dehors de la poussée de la maladie. C'est-à-dire quand le lupus est en activité, il vaut mieux ne pas faire surtout si on a des manifestations articulaires. Mais comme les patientes qui ont un lupus bien contrôlé, il y en a 80-90% qui peuvent se plaindre d'une fatigue anormale, qui est vraiment anormale, hein, qui peut obliger les gens à changer leur projet de vie, hein. On a vu ça, hein, des jeunes étudiantes qui ont changé à cause de là. Donc, il faut essayer d'avoir une activité physique, ce qui est difficile et un peu étonnant, parce que quand on est fatigué, ben le médecin il vous dit qu'il faut faire une activité physique, mais ça marche. Et puis après, il faut toujours vérifier que la fatigue n'a pas d'autre origine. C'est ça qui est compliqué avec la fatigue, hein. C'est que bien évidemment, on peut être déprimé, on peut avoir des soucis professionnels, on peut avoir plein d'autres choses. Donc ça, il faut discuter avec votre médecin pour essayer de savoir s'il n'y a pas une autre cause à la fatigue. Parfois, il y en a plusieurs. Et s'il n'y en a pas d'autres, ben, il faut commencer une activité physique. En lien avec la fatigue, peut-être, on a beaucoup de personnes qui rapportent des problèmes de concentration et d'attention et de mémoire. Est-ce dû au lupus? Est-ce dû aux médicaments? Est-ce dû à la fatigue? Alors, c'est fréquent dans le lupus. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a pas un syndrome dépressif en dessous. Il faut faire attention. Et puis sinon, c'est des troubles de la concentration qui sont fréquents avec la fatigue, tout à fait. Et là, le traitement, je viens d'en parler, hein. Et donc, il faut essayer d'avoir une activité physique. Ce n'est pas des manifestations à proprement parler du lupus, ou en tout cas, ce n'est pas des manifestations qui vont justifier un traitement, mais c'est quelque chose qui pourrit la vie de nos malades. Donc, il faut arriver à réagir. Et pour ça, l'activité physique, c'est vraiment très bien. Il y a un peu de questions aussi suite aux discussions des symptômes articulaires. Est-ce que on peut avoir des tendinites dans le cadre du lupus?
ou avoir les doigts parfois recroquevillés? Est-ce qu'on peut avoir des douleurs musculaires en plus des douleurs articulaires? Alors, on peut avoir une atteinte musculaire dans le lupus. Ça existe, il y a une atteinte inflammatoire, immunologique, ça existe. Hein. Donc, nous, on le sait parce que les malades se plaignent de douleurs des muscles, pas des insertions des tendons, hein, attention, ce n'est pas la même chose. Et donc, les muscles font mal, et si on dose des enzymes musculaires, on les trouve élevées dans le sang, ce qu'elles ne devraient pas. Et donc là, il y a un traitement adapté. Il y a souvent, au cours du lupus, et ça, c'est pour répondre à la question sur les tendinites, hein, il y a souvent une atteinte de l'insertion tendineuse. Donc, c'est ce qu'on appelle la fibromyalgie. C'est une maladie qui existe, la fibromyalgie. Hein. Et on est souvent assez embêté parce que le médecin il va réveiller les douleurs en appuyant sur les tendons à plusieurs points du corps. Et on est embêté parce qu'il n'y a pas de traitement simple, et en tout cas, les traitements classiques du lupus, ils ne marchent pas très bien. Et souvent, on utilise des antidépresseurs qu'on avait avant, mais à dose filée, parce que les antidépresseurs, ils sont capables de contrôler la douleur. Donc, grâce à ça, on peut arriver à contrôler la douleur en donnant des petites doses. Et puis, l'activité physique, elle est efficace. Et puis, parfois, on utilise de la colchicine pour la fibromyalgie. Donc, ça, c'est pas rare du tout. Hein. Il y a une question sur quels sont les symptômes des atteintes rénales. Alors, dans le lupus, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que souvent, l'atteinte rénale, elle ne parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on découvre une protéinurie quand on vient voir le médecin et il faut faire la bandelette systématique lors de la consultation. Donc, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais parfois, il y a des formes qui sont plus parlantes, c'est-à-dire que les gens vont perdre beaucoup de protéines d'albumine dans leurs urines, ils vont avoir des œdèmes, ils peuvent avoir une augmentation de la pression artérielle. Retenez que quand on a une atteinte rénale, ça fait pas mal au rein. Quand on dit qu'on a mal au rein, on a mal aux vertèbres lombaires. Ça n'a rien à voir. Le rein, il fait pas mal. Quand on a le lupus qui touche le rein, ça fait pas mal. Donc, on va avoir l'hypertension artérielle, les œdèmes parfois. Et quand on cherche l'albumine, dans ce cas-là, on va trouver beaucoup d'albumine dans les urines, une protéinurie importante. Mais c'est vraiment compliqué l'atteinte rénale parce qu'elle fait pas mal. Donc, elle peut passer complètement inaperçue si vous ne faites pas la recherche de la protéinurie systématiquement. Alors, il y a des questions sur les péricardites. Comment éviter d'enchaîner les péricardites et que doit-on faire en cas de péricardite modérée? Quand on a une péricardite dans le cadre d'un lupus, ça veut dire que le traitement que vous aviez avant était insuffisant. Souvent, il faut donner, il n'y a pas grand-chose qui marche mieux que les corticoïdes dans la péricardite du lupus. Si c'est une péricardite qui récidive, c'est-à-dire si vous avez déjà fait des épisodes, on va associer à ce traitement-là un immunosuppresseur. Souvent, c'est du méthotrexate qu'on va associer. La péricardite, il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, quand on a fait plusieurs poussées, cette espèce de membrane qui est autour du cœur, elle est un peu moins flexible. Donc, on peut avoir des douleurs dans la poitrine sans que ce soit vraiment de l'inflammation. Donc, l'IRM, elle est assez utile dans ce cas-là. On fait une IRM du cœur pour voir si le péricarde il est inflammatoire ou pas, parce que sinon, on va donner des traitements qui servent à rien. La péricardite du lupus, schématiquement, donc, il faut donner des doses de corticoïdes, parfois associées donc, du méthotrexate, et souvent, on donne justement un autre médicament qui s'appelle la colchicine, qui empêche la fibrose de cette paroi autour du cœur. Il y a encore quelques questions sur les symptômes, notamment, est-ce que le fait d'avoir des lésions dans la bouche peut être lié au lupus, les ulcères buccaux? Ah ben, c'est ce que j'ai montré. Attention, hein, parce qu'on peut avoir plein de trucs. Souvent, les gens ont des aftes et croient que c'est des signes de lupus. Non, si c'est vraiment sur le voile du palais, comme je vous ai montré, hein, des ulcérations, ça peut être évocateur, oui, tout à fait, d'une poussée de la maladie. Et donc, dans ce cas-là, il faut traiter les gens, quoi. Une question un peu plus générale, si j'ai un lupus cutanéo-articulaire, est-ce que soudain je peux avoir d'autres symptômes du lupus? C'est une très bonne question, ça. Oui, il n'y a pas de petit lupus et de grand lupus. Et ça renforce le message que j'essaie de transmettre qui est il ne faut pas arrêter les médicaments parce que petit lupus deviendra grand, comme on dit malheureusement. Donc, il faut vraiment faire attention. Et ce n'est pas parce qu'on a eu qu'une atteinte articulaire ou que cutanée qu'on ne peut pas un jour
faire une atteinte rénale. Et nous, on a vu des cas où des gens ont été tranquilles pendant très longtemps, 7 ans, 10 ans, et d'un seul coup, ils ont fait une rechute qui touchait un autre organe et qui touchait le rein, par exemple. C'est pour ça que, si je reviens à la guérison du lupus, elle existe probablement, mais après la ménopause, si les gens n'ont pas eu de problème avec l'hydroxychloroquine, avec le plaquenil, on va essayer de le maintenir régulièrement, le plus longtemps possible. Et on peut essayer de baisser un peu la dose. Donc, médicaments à vie, on pose la question. Alors, nous, on n'utilise jamais ces mots-là. Parce que si on voit comment la recherche et la prise en charge du lupus a évolué depuis 20 ans, on se rend compte que ça a été vraiment une transformation, ce que j'essaie de vous montrer. Donc, à vie, non, parce qu'on espère bien que la recherche nous permettra peut-être un jour de guérir vraiment le lupus, et il y a des pistes actuellement. Mais longtemps, oui, mais c'est un problème qui n'est pas spécifique au lupus. Je prends toujours le même exemple, mais si vous avez de la tension artérielle, vous prenez un médicament pour faire baisser votre tension et vous ne l'arrêtez pas, ce médicament. Parce que si vous l'arrêtez, la tension, elle remonte. On est dans la même problématique de maladie chronique dans le lupus. Si vous arrêtez les médicaments, tout seul, une fois encore, c'est naturel d'avoir envie de faire ça, hein, mais c'est un mauvais calcul. La maladie, elle risque de rechuter. Peut-être pas tout de suite, mais le système immunitaire, il va prendre du temps et d'un seul coup, il va s'emballer. Donc, la guérison en médecine, je vous dis, en dehors des maladies infectieuses ou de la chirurgie, ce n'est pas quelque chose de classique, quoi. Si guérison, c'est j'ai arrêté les traitements et je n'ai pas de récidive. Encore des questions sur les symptômes neurologiques. Il y a beaucoup de questions. Quels sont les symptômes d'une atteinte neurologique? Et puis, il y a des questions sur les grosses migraines, notamment pendant les règles. Est-ce que ça peut avoir un lien avec le lupus? Alors, la plupart du temps, il y a beaucoup de patients qui ont mal à la tête de manière chronique au cours du lupus, mais c'est ce qu'on appelle des céphalées de tension. C'est le stress, c'est le fait d'avoir une maladie chronique qui gêne, et en tout cas, ça ne justifie pas de modifier le traitement du lupus. On peut avoir des migraines au cours du lupus, et là, ça justifie un traitement spécifique, et notamment ce que tu viens de dire, c'est que c'est ce qu'on appelle des migraines cataméniales qui surviennent au moment des règles. Donc ça justifie un traitement précis qui n'a aucun rapport avec le traitement du lupus. Les maux de tête dans le lupus, en gros, si c'est chronique, on voit son médecin. Le médecin du lupus vous examine. S'il n'y a pas d'autres signes, il n'y a rien à faire de plus que ce qu'on fait dans la population générale, quoi. Donc, on va traiter comme dans la population générale. Je dis ça parce que souvent, les patients, il y a beaucoup de patients qui ont des céphalées, des maux de tête. Et donc, voilà. Donc, ce n'est pas un signe d'activité du lupus. C'est ça qui est important. Expliquer le neurolupus et puis quels sont les symptômes neurologiques du lupus. Il y a beaucoup de questions à ce sujet. Alors, le neurolupus, c'est très compliqué. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais schématiquement, il y a des atteintes qui sont… D'abord, c'est rare. Le vrai neurolupus, c'est rare. En tout cas, celui qui justifie un traitement. Donc, on peut parfois avoir une atteinte inflammatoire du cerveau. Ça existe. C'est ce qu'on appelle une encéphalite qui va justifier un traitement, mais c'est rare. On peut avoir aussi dans le lupus des accidents vasculaires cérébraux à cause des anticorps antiphospholipides. Il faut faire attention parce que dans le neurolupus, on n'a pas normalement les maux de tête, on n'a pas la dépression, on n'a pas l'anxiété, tout ça, c'est des maladies de la population générale. Et quand on a un lupus, on a aussi les maladies de la population générale. En tout cas, ça ne justifie pas ces 3 derniers symptômes de modifier le traitement. Donc, on peut aussi avoir, et ça on en a déjà parlé, des psychoses. Donc ça existe. Ce n'est pas fréquent du tout, hein, mais ça existe. Et donc là, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le psychiatre qui va dire, elle n'est pas comme d'habitude, cette psychose, elle résiste au traitement, et donc on va commencer à discuter la possibilité que ce soit en rapport avec le lupus. Je fais attention de ne pas aller trop loin parce que je n'ai pas envie que les gens croient, alors que ce n'est pas fréquent, qu'il peut y avoir des manifestations neurologiques en rapport avec le lupus. Ce n'est pas très fréquent. Encore des questions sur les symptômes. On revient au syndrome des antiphospholipides. Est-ce que le fait d'avoir une thrombose veineuse a un lien avec le lupus? Alors, on va peut-être répéter Alors, spécial. Oui, si, ça peut, par le biais des anticorps antiphospholipides. C'est-à-dire ces anticorps-là, ils sont capables
d'activer la coagulation et donc de donner des caillots. Attention, ce n'est pas inflammatoire, ça. C'est-à-dire que ça ne justifie pas de modifier les traitements comme les corticoïdes ou le plaquenil. Il faut donner une anticoagulation ou de l'aspirine quand ça touche le cerveau. Donc, c'est associé au lupus, ça justifie un traitement particulier, mais qui n'est pas le traitement immunomodulateur qu'on utilise pour le lupus. J'ai vu 2-3 questions aussi, Micheline, là, que Par exemple, il y a quelqu'un que je connais qui dit « Mon ophtalmologue m'a dit que le champ visuel et le CT se faisaient tous les 2 ans. » Non. Après 5 ans, c'est tous les ans. Ça, c'est les examens de surveillance quand on a du plaquenil depuis plus de 5 ans. Est-ce que le plaquenil est toxique pour le fœtus? Le pédiatre m'a recommandé de faire vérifier les yeux de ma fille à cause de cela. Si vous prenez le plaquenil, vous avez dessus une icône qui dit « Attention, danger pendant la grossesse ». En fait, nous, maintenant, et ça a été un grand progrès, le plaquenil, il faut continuer pendant la grossesse parce que ça empêche les poussées. Et 2, il n'y a actuellement pas de données, et ça a été rediscuté parce qu'il y a eu récemment une alerte non justifiée par l'agence du médicament sur le plaquenil. Donc, on sait que le plaquenil, il n'y a pas de surrisque. Quand on prend pendant la grossesse, il n'y a pas de surrisque pour le fœtus. C'est même mieux parce que la mère ne va pas faire de poussée de la maladie. Et que grâce à ça, elle peut amener une grossesse à terme, ce qui est un grand progrès. Les patientes qui ont un lupus, elles peuvent avoir des grossesses normales. Il faut être surveillé un peu plus, mais tout ça, ce sera traité dans un cours que vous fera le docteur Cohen. Et donc, la fin de la question, c'est le pédiatre m'a recommandé de faire vérifier les yeux de ma fille à cause de cela. Non, il n'y a pas d'indication. Une dernière question sur l'atteinte d'organes. On n'a pas parlé des troubles digestifs. Est-ce qu'il y a un lien entre lupus et douleurs gastriques? Alors, douleur gastrique, ce n'est pas assez précis. Schématiquement, l'atteinte digestive au cours du lupus, elle est rare, elle est très rare. La plupart du temps, ça fait pas mal au ventre, le lupus. D'accord? Mais on peut avoir parfois de l'inflammation de la membrane qui ressemble à celle qui est autour du cœur et autour du poumon qu'on a dans le ventre, qui s'appelle le péritoine. Et ça peut faire un petit peu mal. En revanche, quand on a un lupus, il faut d'abord discuter les médicaments. Il y a certains médicaments, si vous prenez des anti-inflammatoires, vous pouvez avoir mal au ventre. Parfois, les corticoïdes peuvent faire mal au ventre. Le méthotrexate, au début, ça peut donner des troubles digestifs. C'est pareil avec le plaquenil, parfois. Donc, vraiment, attention aux médicaments dans ce cas-là. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut les arrêter. Il faut en discuter avec votre médecin. Donc, pareil, il y a une question concernant les vomissements et le lien avec le lupus. Donc, La plupart du temps, non. Il faut chercher les médicaments au vomissement. Attention, le lupus, c'est vraiment une maladie générale, polymorphe. Donc, on peut parfois avoir, la plupart du temps, non. Ça ne donne pas de vomissement, le lupus. un organe qu'on n'a pas évoqué, c'est le poumon. Est-ce qu'une pneumonie peut être induite par le lupus? C'est exceptionnel, ça existe, mais c'est exceptionnel. Devant une pneumonie au cours du lupus, vous vérifiez d'abord que ce n'est pas une infection. Et ça me permet de rappeler que quand on a un lupus, on doit être vacciné contre le pneumocoque. Vous avez vu la courbe de diminution des infections? Avec le vaccin antipneumococcique, on se met quand même à l'abri des pneumonies notamment. Une question aussi sur les symptômes cardiaques. Est-ce que l'infarctus cardiaque peut faire partie des manifestations du lupus? Alors, devant un infarctus, on va d'abord rechercher les facteurs de la population générale, sauf si c'est un infarctus du sujet jeune. Ça, c'est moins banal. Ou de chez quelqu'un qui ne fume pas ou qui n'a pas d'antécédent cardiovasculaire. Et dans ce cadre-là, on peut avoir les anticorps antiphospholipides, ceux qui donnent des caillots, qui peuvent donner des caillots dans le cœur. Et ça, les cardiologues et le responsable, enfin le médecin qui s'occupe du lupus, ils peuvent l'évoquer. C'est-à-dire si vous avez des anticorps antiphospholipides, que vous n'avez pas de facteur de risque de faire un infarctus, si vous faites une coronarographie, on verra un aspect un peu particulier, ça va être évocateur, et dans ces cas-là, on peut porter le diagnostic de syndrome des antiphospholipides qui a donné l'infarctus associé au lupus. Ça justifiera un traitement. Donc là, on a parlé beaucoup des symptômes. Finalement, comment savoir si on a une poussée ou pas?
J'ai des difficultés à définir lorsque je suis en poussée. Par exemple, quelqu'un dit aussi: «Qu'est-ce qui pourrait m'aider?» ou «Comment savoir si le lupus se réveille si on n'a aucun signe ou tache sur le corps?» Ah, bah, c'est assez simple. D'abord, le meilleur moyen de savoir si on est en poussée, c'est de connaître sa maladie, d'où l'intérêt des cours, de s'associer d'aller voir les associations, de lire le lupus en question. Donc, vous devez connaître la maladie. Voilà. Au cours du lupus, on sait que la maladie, elle est active quand on a des symptômes inhabituels qui sont durables. Durable, c'est 3 à 4 jours, par exemple. Et puis, on va retrouver les grands symptômes du lupus. On peut avoir les manifestations articulaires. Donc, le matin, on a les doigts qui sont engourdis. Il faut faire du dérouillage matinal au bout d'un certain temps avant que la maladie soit, avant que les mains redeviennent normales. On peut avoir les signes de la péricardite. On peut avoir à nouveau mal dans la poitrine quand on respire. On peut avoir, bien évidemment, des lésions cutanées évocatrices. Alors, attention, bien sûr, on peut avoir n'importe quoi, des boutons. Donc, après, il va falloir confirmer par le médecin, mais schématiquement, on va avoir les symptômes habituels du lupus qui vont se réveiller. Et dans ces cas-là, il faut contacter son médecin responsable du lupus, d'où l'intérêt de la disponibilité du médecin, qui lui vous dira ce qu'il faut faire. Soit on peut attendre, soit il faut que vous veniez pour qu'on vérifie si les symptômes sont évocateurs. On peut avoir de la fièvre, par exemple, une fièvre durable. Là, le médecin généraliste va vous demander de faire un examen des urines, par exemple. Il n'y aura pas d'infection dans les urines. Ben là, la fièvre va continuer et à ce moment-là, il faut contacter le médecin responsable du lupus pour voir si c'est une fièvre du lupus. Les symptômes évocateurs, ben, tout ça, on les aborde dans l'éducation thérapeutique, quoi. Donc, il faut essayer d'avoir des formations d'éducation thérapeutique. Il y a beaucoup de centres en France qui en font maintenant, puis il y a une question là-dessus. Nous, on a un programme d'éducation thérapeutique où les gens apprennent à reconnaître les poussées de la maladie, par exemple, tout seul, quoi. Donc Donc oui, ça, c'est important et attention, il faut faire confirmer ça par votre médecin responsable du lupus après, quoi. donc on a encore une question sur les thromboses. On pose des questions sur les embolies pulmonaires, notamment si on n'a pas d'anticorps antiphospholipides. Alors, on peut faire des embolies pulmonaires sans anticorps antiphospholipides au cours du lupus. Ça existe, c'est pas fréquent, mais souvent, quand on a un caillot dans le lupus, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'anticorps antiphospholipides, mais ça existe. Bah, donc, ça peut être un signe qui va justifier un traitement anticoagulant, mais ça ne va pas justifier, tout ce qui est vasculaire, caillot, ça ne justifie pas de modification du traitement. Du traitement immunomodulateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas modifier le plaquenil, on ne va pas mettre des corticoïdes pour traiter un caillot. Non, ça, c'est des anti-inflammatoires. Et donc, quand on a un caillot, il faut prendre un anticoagulant. Donc finalement, la poussée qui est dite contrôlée, est-ce que ça signifie qu'il y a une absence totale de symptômes ou juste une diminution? Une autre question, c'est est-ce que la douleur doit disparaître entre les poussées ou elle continue et accentue lors des poussées? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour les docteurs, peut-être, la poussée contrôlée? Alors, idéalement, une poussée contrôlée, c'est quand le symptôme a disparu complètement, ou en tout cas qu'il est en voie d'amélioration. Schématiquement, quand on a une poussée avec un lupus, on va traiter de manière un peu forte pendant 15 jours, 3 semaines. On va voir que l'atteinte, elle est en train de se normaliser, voire elle disparaît. Et après, on va essayer de diminuer le traitement sans rechute. Je rappelle ce que j'ai dit, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment pas de rechute. Donc, on va voir si on a mis des corticoïdes, si on peut essayer de les baisser suffisamment rapidement sans avoir de rechute. Donc, une poussée, on considère qu'elle est terminée en théorie quand les symptômes ont complètement disparu. À condition qu'ils ne laissent pas de traces, ces symptômes. C'est ce que je vous disais pour le lupus discoïde, on peut se retrouver avec une cicatrice. Et ça, on n'a pas de traitement contre ça. Ce qu'on traite dans le lupus, c'est la partie inflammatoire surtout. Donc la poussée, le médecin, il sait à peu près quand est-ce qu'elle a disparu. Par exemple, si on a une atteinte des articulations, quand les gens n'ont plus de douleur, de gonflement, on considère que la poussée a disparu.
Mais ça ne veut pas dire que quand la poussée a disparu, qu'il faut arrêter les médicaments. Il faut essayer de les réduire, mais avec l'accord de son médecin. Il y a une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est comment se place la cigarette électronique dans le lupus? Je ne fume plus, mais je vapote, dit quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est mauvais dans le cadre du lupus? Je n'ai pas entendu comment Se place la cigarette électronique et est-ce que le fait de vapoter, c'est mauvais dans le lupus? C'est ça qu'on n'a pas évoqué le tabac tout à l'heure dans les facteurs éventuellement à contrôler. On peut peut-être parler de… Si. J'ai dit que le tabac, il ne faut pas fumer quand on a un lupus, ça rend la maladie résistante. Et ça diminue l'activité du plaquenil et ça fait vieillir les artères. Alors, est-ce que vous savez que le tabac, c'est quelque chose qui a plus de 1000 composés dans les cigarettes. Donc, vapoter par rapport à fumer, c'est mieux. Donc, si vous pouvez vapoter et ne pas fumer, c'est mieux. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est si la nicotine qu'il va y avoir dans les cigarettes électroniques, elle-même, elle est responsable de la résistance de votre lupus cutané. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui, dans la cigarette, rend le lupus plus difficile à contrôler. Ça, on ne sait pas. Donc, ça peut être la nicotine ou alors un autre composé, les goudrons ou d'autres choses. Il y a plus de 1000 composés dans la fumée de cigarette. Mais par rapport au risque cardiovasculaire, déjà, vapoter, c'est mieux que fumer. Mais l'idéal, c'est de ne pas fumer. Il y avait deux questions encore concernant donc, les poussées. Combien de temps peut durer une poussée? Et puis, il y avait une autre question qui était, est-ce qu'on peut avoir une poussée si sévère qu'on peut avoir un décès? Alors, combien de temps peut durer une poussée? Ça va dépendre au bout de combien de temps vous contactez votre médecin. Et si le traitement qu'on vous donne pour le contrôler, pour contrôler la poussée, si ce traitement-là, il est efficace. Schématiquement, une fois qu'on a… Bon, on sait, c'est ce que je vous ai dit, c'est la riposte graduée. C'est-à-dire, si vous venez avec une atteinte articulaire, on sait à peu près que tel traitement va être efficace. Et en gros, on va avoir un traitement d'attaque pendant 15 jours, 3 semaines. Et puis, au bout de 3 semaines, on va essayer de diminuer si les symptômes se sont amendés. Si les symptômes ne se sont pas amendés, souvent, il faut recontacter votre médecin parce qu'il faut modifier le traitement pour arriver à contrôler la poussée. Donc, vous comprenez bien, le premier objectif, c'est « je veux contrôler la poussée ». Et la poussée, je vous dis, c'est 2-3 semaines quand on commence à traiter les choses. Et puis après, on va essayer de baisser le traitement. Alors, il y a parfois au cours du lupus, mais je dois dire que ce n'est pas très fréquent, des poussées qui disparaissent toutes seules. Ce n'est pas très, très fréquent. Souvent, c'est parce que les patientes ont moins bien pris leur traitement, donc la maladie revient. À cause de ça, on reprend le traitement. Donc, ça permet de mieux contrôler la maladie. Mais le côté régression spontanée des poussées, ça existe, mais ce n'est pas la règle en général. Quand une poussée commence, elle a tendance à s'amplifier si on n'agit pas sur le plan thérapeutique. Et là, elle peut durer très longtemps si on ne fait rien. On a des modèles de souris lupiques où on ne leur donne pas de traitement. La maladie, elle évolue d'un seul tenant. C'est-à-dire elles vont commencer à avoir des atteintes cutanées articulaires et puis elles vont, pour certaines d'entre elles, avoir des atteintes rénales. Donc, ce qui fait que la poussée, elle ne dure pas longtemps, c'est parce qu'on a des traitements. Alors, est-ce qu'une poussée peut conduire au décès? La réponse, en règle générale, c'est non. Bien évidemment, mais après, tout existe, malheureusement. Mais ce qui est certain dans une poussée, c'est qu'il faut essayer de l'identifier le plus tôt possible et de la prendre en charge le plus tôt possible. Et même mieux que ça, il faut éviter d'en avoir. D'où l'importance de garder les traitements, notamment le plaquenil, en dehors des poussées. Et c'est ça qui fait que le lupus, il a changé maintenant. C'est-à-dire qu'on a reconnu le fait que c'était une maladie chronique. Ce n'est pas un mauvais message. Ne vous dites pas, oh là là, c'est une catastrophe, je vais avoir ça toute ma vie. Non. De toute façon, et ça on sait, c'est que les gens qui arrêtent les traitements de manière prématurée, c'est ceux qui, à la fin, se retrouvent avec le maximum de traitements, parce qu'ils font des rechutes. On est obligé de donner d'autres médicaments, des corticoïdes à dose plus forte, et à la fin de la journée, on se rend compte que les patients qui ont essayé d'arrêter leurs médicaments, c'est ceux qui en ont reçu le plus, quoi. Donc, c'est un mauvais calcul. Et donc, dans la même veine, est-ce qu'un lupus diagnostiqué trop tard ou pris en charge tardivement peut avoir des répercussions à long terme?
Ben, ça dépend du type d'atteinte. Alors, par exemple, la peau, je vous ai dit, le lupus discoïde, ça donne des cicatrices. Les articulations, ça ne se déforme pas, ça ne se détruit pas. Le rein, si l'atteinte rénale elle est prise trop tard, ben, malheureusement, on peut avoir un degré d'insuffisance rénale. Et ça, on sait que l'atteinte rénale, elle peut évoluer après pour son propre compte. C'est-à-dire que même si on a enlevé l'inflammation du rein, même si on a enlevé le lupus du rein, si on a une insuffisance rénale, ben, on sait que l'insuffisance rénale toute seule, elle peut s'aggraver au travers du temps. Et donc maintenant, heureusement, il y a des traitements qui permettent d'améliorer ça, hein, qui ne sont pas des traitements anti-inflammatoires. Mais globalement, une poussée, ben, le plus tard on la prend en charge, le plus de dégâts elle peut avoir fait. Alors, il y a une question à nouveau sur ce qui peut favoriser ou accentuer peut-être les symptômes de poussée, c'est comment gérer le stress pour éviter les poussées? Alors, d'abord, le lien entre stress et poussée, il existe, mais il n'est pas formel. C'est-à-dire qu'on n'aime pas que nos patientes soient stressées, globalement, mais ce n'est pas parce que vous êtes stressé que vous allez faire une poussée, ce n'est pas parce que vous avez fait une poussée qu'il y a eu un stress au début. Une fois encore, le message, il est simple, hein. L'activité physique, c'est de loin, vous savez qu'il y a même des études actuellement qui montrent que l'activité physique, elle est plus efficace que certains traitements antidépresseurs. Donc, il faut diminuer, pour diminuer le stress, l'activité physique. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, mais c'est très important. Il y a un thème qui a été beaucoup abordé, c'est un petit peu la santé générale de la femme et le côté gynécologique. Par exemple, est-ce que le papillomavirus peut avoir une influence ou un lien avec le lupus? Alors, ça, c'est une question qui est très importante. Les femmes qui ont un lupus, elles font plus d'infections à papillomavirus que la population générale. Ça, nous, on l'a très bien montré. Et pourquoi on ne sait pas? On pense qu'il y a une anomalie dans le système immunitaire qui favorise ce type de virus. Le papillomavirus et par exemple le virus d'Isona, c'est les deux infections virales les plus fréquentes au cours du lupus. Donc à cause de ça, quand on a un lupus, il faut faire des frottis cervico-utérins régulièrement, très régulièrement. Parce qu'il faut dépister l'infection à papillomavirus et puis il faut vérifier qu'il n'y a pas eu de complications, hein, ce qu'on appelait avant les dysplasies du col, en rapport avec cette infection par papillomavirus. L'idéal, mais pour l'instant, vous savez que le vaccin contre le papillomavirus, il est surtout utilisé chez les enfants, chez les adolescents. En théorie, il faut le faire avant les premiers rapports sexuels. Alors, bon, il y a un certain nombre de situations. Et peut-être que s'il est fait de manière régulière, on va voir diminuer les infections à papillomavirus. Mais vraiment, vraiment, le message, c'est faites vos frottis cervico-utérins de manière très régulière quand vous avez un lupus. Il y a aussi une question sur le lien entre lupus et endométriose. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un lien? Non, il n'y a pas de lien. Et est-ce que les menstruations peuvent déclencher des poussées de lupus? Stricto sensu, non. Après, le lupus, les variations des hormones, elles ont un impact sur le système immunitaire quand on a un lupus, mais c'est pas on ne va pas faire une poussée à chaque fois on a des menstruations. Non. Est-ce que La le réponse est fait... plutôt non. Pardon. 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 Est-ce que le fait d'être ménopausé tôt peut être lié au lupus? Au lupus, non. Avant, il y avait un médicament qu'on donnait qui pouvait donner des ménopauses précoces qui s'appelait le cyclophosphamide, l'endoxan, qu'on donnait dans les atteintes rénales ou certaines atteintes neurologiques. On a appris maintenant à ne pas l'utiliser trop longtemps pour éviter la toxicité ovarienne. Donc le lupus directement, la réponse est plutôt non, ça ne donne pas de ménopause précoce. Si vous avez reçu de l'endoxan, ça peut avoir un rapport. Et sinon, la question la plus importante, c'est de savoir à quel âge est survenue la ménopause dans votre famille, notamment chez votre mère, parce que souvent, il y a un lien entre les deux. En parlant donc de ménopause, est-ce qu'il est possible, après la ménopause, de bénéficier d'un traitement hormonal de substitution? Alors, c'est une bonne question, ça a été étudié, ça. Et ça augmente le risque de poussée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que le bénéfice des traitements hormonaux substitutifs, il est discuté parce qu'il y a aussi l'augmentation d'autres pathologies, peut-être certains cancers. Donc, je dois dire que nous, on a tendance
à ne pas recommander le traitement hormonal substitutif quand on a un lupus. Alors, il y a une autre question sur la santé un peu générale, c'est est-ce que le lupus provoque une baisse de libido? Directement, non. Après, c'est une maladie chronique, donc il peut y avoir une charge mentale importante, donc il faut faire attention et vérifier qu'il n'y a pas une dépression sous-jacente, quoi. Alors, il y a à nouveau une question par rapport au risque peut-être d'infertilité. Est-ce qu'il y a un risque d'altération du spermatozoïde à cause du plaquenil? Non, non. Non, non, l'hydroxychloroquine, il y avait eu au tout début des choses, mais avec la chloroquine, mais qui est plus disponible en France avec la nivaquine. Non, non, il n'y a pas de problème de fertilité, il n'y a pas d'impact du plaquenil sur les spermatozoïdes. Ensuite, quel moyen contraceptif prendre en cas de lupus? Et puis, doit-on garder une contraception tout le temps? Alors, les contraceptions au cours du lupus, si vous prenez une contraception orale, celles qui sont plutôt recommandées, c'est celles qui contiennent que des progestatifs, mais pas le lutéran, pas l'acétylchlormadinone, pas le luténil. On utilise surtout la cérazette, l'optimisette. D'accord? Ça, c'est la première chose. L'autre chose qui marche très bien dans le lupus, c'est les dispositifs intra-utérins. Ça marche très bien, on peut utiliser n'importe lequel. Donc, on peut le prendre, qu'on ait eu ou pas des enfants, on peut faire poser un dispositif intra-utérin. Schématiquement, il ne faut pas prendre de pilule qui contient des oestrogènes. Donc, vraiment, le message, c'est simple, c'est cérazette, optimisette ou dispositif intra-utérin. Alors, il y a des questions ensuite peut-être sur les effets qui sont liés au traitement, notamment les risques d'infection. Est-ce que le lupus peut être à l'origine d'infections telles que l'arthrite septique? Est-ce qu'il y a un lien entre herpès et lupus? Est-ce qu'on peut avoir des infections vaginales à répétition en lien avec le lupus? Alors, lupus et arthrite septique, non. Ce qui va se passer au cours du lupus, c'est que vous allez prendre des médicaments. Comme on donne des médicaments immunomodulateurs, ils vont diminuer globalement la réponse du système immunitaire. Et donc là, on peut faire une arthrite septique, c'est-à-dire une arthrite à un microbe. Ça, c'est possible. Mais c'est surtout un effet indésirable du médicament. Herpès et lupus, alors si c'est herpès génital ou herpès buccal, la réponse est plutôt non. Il y a un autre virus herpès qui est le virus du zona, mais ça, donc celui-là, il est plus fréquent. Herpès génital, non, il n'y a pas d'augmentation. Et je ne me souviens plus de la dernière question. Donc, non, mais c'est toutes les questions d'infection, en fait. Infection vaginale, herpès, infection telle que l'arthrite septique. Est-ce que tout ça a un lien avec le lupus? Donc, peut-être que c'est effectivement plutôt lié au traitement. Tout ce qui est infection, vraiment, c'est les vaccinations, il faut se protéger. Deux, il y a l'interaction avec les médicaments qu'on utilise pour diminuer l'activité de votre système immunitaire pour éviter que le lupus s'emballe. Malheureusement, ces médicaments-là, en dehors des derniers médicaments dont je vous ai parlé, enfin surtout du belimumab dont je vous ai parlé, ils ne sont pas capables de faire la différence entre les bons globules blancs et les mauvais globules blancs. Donc, ils diminuent l'activité de tous les globules blancs. Et à cause de ça, on est plus à risque de faire des infections quand on a un traitement. Donc ça, c'est surtout vrai avec les doses fortes de corticoïdes. C'est un peu moins vrai avec le méthotrexate à faible dose. Il n'y a pas de risque avec l'hydroxychloroquine, ça ne favorise pas les infections et le plaquenil. Et puis les immunosuppresseurs, les cyclophosphamide ou l'imurel ou le Celcet, ça peut favoriser les infections. On continue avec les effets peut-être liés au traitement. La prise de corticoïdes a affiné ma peau, ce qui fait que j'ai des bleus partout. Y a-t-il une solution pour renforcer ma peau? Alors, les corticoïdes, notamment à dose forte, ça donne, c'est une atrophie cutanée, donc on a la peau en papier de cigarette, comme on dit. À ma connaissance, il n'y a malheureusement pas beaucoup de traitements, donc je ne pense pas qu'il y ait de moyen de faire marche arrière. En tout cas, je ne connais pas. Et puis donc une question pareil avec les troubles du sommeil. Je ne dors plus la nuit depuis la prise de corticoïdes et de plaquenil. Que faire?
Alors, première chose, donc ce n'est pas le plaquenil qui empêche de dormir, hein, c'est certainement les corticoïdes. Les corticoïdes, il faut les prendre le matin, jamais le soir ni l'après-midi. Il faut éviter ça, hein, donc il faut vérifier ça. La deuxième chose, donc, si la dose de corticoïdes, elle ne peut pas être diminuée, hein, parce que si on peut baisser la dose de corticoïdes, vous allez dormir beaucoup mieux. Il faut prendre un hypnotique pendant quelques temps. Mais souvent, on peut diminuer la dose de corticoïdes en ajoutant un autre médicament qu'on appelle un immunosuppresseur, qui va vous permettre de garder le contrôle de la maladie, mais d'utiliser des doses plus faibles de corticoïdes. Si vous avez du mal à dormir, il faut le dire à votre médecin, surtout si vous êtes excité un petit peu par les corticoïdes, parce que il y a un effet indésirable qui existe dans les corticoïdes qui n'est pas très fréquent, mais cette espèce d'état de surexcitation, souvent, il faut quand même diminuer la dose de manière assez précoce. Peut-être qu'on reparlera un petit peu des effets des traitements, quand on parlera des traitements la prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup de questions. Oui, bien sûr. Effectivement. On revient un petit peu au lupus, aux causes, aux conséquences. Y a-t-il un terrain génétique? Donc, à nouveau, la question sur la génétique. Alors, quand c'est le lupus de l'enfant, on peut trouver des anomalies génétiques, des mutations. Bon, on va passer de ça, c'est pas très fréquent. Quand on prend le lupus de l'adulte, je vous ai dit, hein, il n'y a pas de mutation, c'est-à-dire une anomalie dans le génome qui fait qu'à cause de ça, on a le lupus. Non, souvent, c'est l'association de ce qu'on appelle, nous, des facteurs de susceptibilité, comme des briques qui vont s'ajouter. C'est-à-dire, si on a une brique toute seule, ce n'est pas suffisant. Il faut 1, 2, 3, jusqu'à 10 briques qui vont s'associer et qui, quand on va rencontrer quelque chose dans l'environnement, donc ça peut être un virus, par exemple, ça va enclencher une réaction du système immunitaire qui va être une réaction anormale. Et à cause de ça, on va déclarer un lupus. Donc, quand on a des enfants, c'est très rare de transmettre les 11 briques à son enfant. Hein, ne serait-ce que parce qu'il y a un mélange avec votre mari ou votre épouse. Et donc, la susceptibilité génétique, elle n'est pas très fréquente, mais parfois, elle peut se transmettre parce qu'il peut y avoir une association de briques qui viennent du mari, de briques qui viennent de la femme, et donc ça ensemble, ça constitue ce qu'on appelle un substratum génétique, hein, une prédisposition génétique. Mais ce n'est pas une mutation, ce n'est pas quelque chose qui va se transmettre de la maman à son enfant. Donc, et puis, il va falloir rencontrer quelque chose dans l'environnement qui va déclencher la maladie. Donc, le lupus, c'est une maladie à prédisposition génétique, mais ce n'est pas une maladie génétique. Il y a une question aussi sur y a-t-il un lien entre autisme et lupus? À ma connaissance, non. L'autisme, c'est une maladie assez fréquente dans la population générale, hein. Donc, qu'on ait une association autisme-lupus, c'est possible. Alors, il y a une question tiens, un peu originale. Peut-on espérer une amélioration de la prise en charge et le traitement des lupus graves, par exemple le neurolupus avec l'intelligence artificielle? Alors, la prise en charge du lupus, elle va bénéficier de l'intelligence artificielle. Parce que, comme vous l'avez compris, c'est compliqué de savoir si on est en poussée de la maladie. Donc, la possibilité pour un patient de renseigner le médecin et de savoir si la maladie est en poussée, c'est quelque chose qui va se développer. Pour le neurolupus lui-même, actuellement, non. Hein, le neurolupus, la première étape, c'est quand même de voir un médecin qui a l'habitude, qui va être capable de savoir si les manifestations que vous avez, c'est des manifestations de neurolupus ou pas. Alors, il y a à nouveau deux, trois questions sur les symptômes. Est-ce que le lupus peut donner des bouffées de chaleur, des tachycardies? La tachycardie, c'est possible, mais s'il y a une atteinte cardiaque, donc il faut chercher la péricardite. Bouffée de chaleur, non. Et donc, des frissons également. Il y a une question, est-ce que ça peut donner des frissons? Donc, avoir des phases de chaud et de froid, d'avoir Alors, frissonnement, frisson, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'infection, ça c'est important. Et quand on a, parfois, on peut en avoir au cours du lupus, mais c'est rare, c'est très rare. Et souvent, on a de la fièvre en même temps. Donc, vraiment, il faut éliminer une infection. Et est-ce que le lupus peut abîmer les dents? Le lupus lui-même, ça ne touche pas les dents. Certains médicaments peuvent favoriser, mais la réponse, c'est plutôt non.
Donc, il y a à nouveau un commentaire sur le côté un peu génétique. Dans ma famille, on est plusieurs à avoir un lupus. Donc, pas génétique, mais de quoi se poser la question. Si, vous avez raison. Attention, je n'ai pas dit... c'est pas génétique au sens où on l'entend habituellement. C'est-à-dire qu'on a des familles, effectivement, où on a plusieurs cas de lupus. C'est vrai, ça existe. Alors, la première chose, c'est de vérifier qu'on n'est pas dans le cadre d'un lupus génétique comme chez l'enfant, si c'est des lupus de l'adulte. Et puis après, on peut avoir dans la même famille les 10 briques qui ont été transmises. Voilà. Et puis après, le dernier point qui est le plus important, c'est qu'il y a de la recherche qui est en cours. Donc, on essaye de comprendre. Hein, attention, hein, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là-dessus, ça peut complètement changer dans 2 ans ou 3 ans. Hein. Ça évolue tout le temps, quoi. Et donc, le lupus touche beaucoup les jeunes. Est-ce qu'il touche aussi les personnes âgées? Passé 50-60 ans, il faut commencer à chercher des lupus induits, donc la prise de médicaments. Il y a des formes très rares de patients qui ont fait un lupus tardivement, mais c'est très rare. Le lupus du sujet âgé, en premier lieu, c'est un lupus induit. Il faut vraiment chercher des médicaments. Et sinon, ça peut exister. Hein. Il y a toujours des formes qui sont plus tardives que d'autres. Ça existe, mais ce n'est pas très fréquent. Alors, il y a aussi des questions sur différencier. Donc, j'ai eu un cancer du sein et je suis en hormonothérapie. J'ai des douleurs articulaires. Comment savoir si c'est dû au lupus ou à l'hormonothérapie? Alors d'abord, l'hormonothérapie, ça peut donner des douleurs articulaires, il faut le savoir. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'après, il faut que vous voyez avec votre médecin, c'est savoir si l'atteinte articulaire, elle témoigne d'une activité de votre lupus ou pas. Donc, il va regarder si vous avez des atteintes cutanées, il va regarder dans votre bouche, il va vérifier tout ça, il va vérifier la protéinurie. Et puis ensuite, il vous dira s'il pense que c'est plutôt des signes d'activité du lupus ou si ce n'est pas en rapport avec votre traitement anti-hormonal. Hein, ça, c'est possible, hein, c'est pas rare, les douleurs articulaires. On va finir à l'heure. Hein. Merci à tous.